raison d'être heureux. L'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Pas besoin de mettre un maillot, des serpentins, des survêtements, des cure-dents aux pieds. Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream football, victoire de l'Olympique Lyonnais après un mois d'attente. Bonsoir à tous, salut Monsieur ne sait pas, salut Théo, salut à tous. J'espère que vous allez bien, je vois que ça commence à lâcher des petites blagues dans le chat. Bonsoir, alors faut que je mette la bonne scène, voilà, bonsoir à tous. Salut Melson, salut Lucas Mea, salut Théo, bonsoir à tous. Et salut Ferrandino et Taken, comment allez-vous messieurs? Victoire de l'Olympique Lyonnais ce soir. Très bien, ça va très bien. Bonjour à tous. Beaucoup mieux qu'il y a 4 jours, beaucoup mieux qu'il y a une semaine, beaucoup mieux qu'il y a 10 jours. C'est mieux. Bonsoir. Petite victoire là, ça fait du bien. On apprécie. On apprécie. On sent Ferrandino un petit peu plus relaxé que ces dernières fois. Ah, voilà. Là, t'as écouté ta petite musique pour qui te rend heureux. Et, ah bah là on est au max là. Le match plus la petite musique, je peux pas faire mieux là. Clairement. Salut Slizeroy, salut Rafoot, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui arrivent. Installez-vous, prenez votre petit café, votre petit thé, votre petite tasse. Salut Brinks, bonsoir à toi, bienvenue sur le Live Football. Bonjour aux nouveaux s'il y en a. N'hésitez pas à follow.
Et oui, Brinks, bienvenue, bienvenue. Il y a Arturito PSG aussi qui est là, qui vient passer. Salut. Salut à toi. Salut. Et ben, il vient prendre nos ressentis. Bah évidemment, on va les donner hein, dans. Bah, t'es au bon Même, endroit. même tout de suite déjà. Enfin, Ferrandino, je commence par toi. D'habitude, on commence par Tekken. Mais c'est quoi ton ressenti pour cette victoire de ce que On t'as a vu? enfin vu du changement. C'est vrai. Enfin, tout n'est pas parfait, mais on a enfin vu quelque chose, enfin vu du changement, enfin vu une tentative de nouvelle animation en 4-2-3-1 avec ce qui a bien marché il y a 3 jours en coupe, ce positionnement de Paqueta en 10, avec une paire, de milieux centraux, milieux relayeurs, Cacré, Guimarães qui avait resplendi durant le Final 8 et qui ce soir a été, on en parlera, plus amplement, excellente. Beaucoup de belles choses ce soir, beaucoup de choses à parfaire, mais il y a une bonne base de travail et on va pouvoir repartir peut-être sur un cycle un petit peu plus intéressant que ce qu'on a sous les yeux depuis 4 mois. Et oui, et comme je le disais hein, dans la vidéo qu'on a postée à la mi-temps, le 4-2-3-1 dont on parlait sur le stream depuis pas mal de temps. Et merci. Et Ankou qui reçoit pour la 3e fois d'affilée. Merci beaucoup Ankou pour Et le merci soutien. à toi, Et, merci beaucoup, et beaucoup. ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu sur le stream. C'est vrai, c'est Salut. vrai. On veut du GG, on veut de l'émote. On veut de l'émote on veut football tout dans le ça. chat. N'hésitez pas à spammer. Hein, l'icône est fait pour ça. Et je vais dans le chat. Donc il y a Ankou qui vient d'arriver. Il y a Torny aussi. Il y a Virus73. Bonsoir à tous. Et Brinks il nous dit qu'il il lit souvent nos retweets, nos reviews sur Twitter. Il voulait voir le live. Bah bienvenue à toi. Bienvenue. Installe-toi bien C'est confortablement. l'étape supplémentaire là du coup. C'est ça, c'est l'analyse plus profonde, plus bon, on est quand même en mode tranquille, évidemment, surtout après une victoire. Et donc toi, Taken, quel a été ton ressenti sur le match? Il était temps. Il était temps. Qu'on fasse un peu de clairement. changement et que le 11 de départ soit considérablement remanié. Le match n'a pas été non plus exceptionnel de la part de l'OL, mais on va dire que c'est un match qui est globalement maîtrisé et globalement satisfaisant pour l'OL, le premier depuis un bon mois. Où dans le jeu, justement, il n'y a pas eu énormément d'occasions dangereuses subies. Beaucoup de maîtrise au milieu de terrain, j'ai bien aimé. C'est un des rares matchs de l'OL en 2021, peut-être avec le derby, où on ressort en se disant que la victoire est amplement méritée et où l'adversaire était complètement impuissant sur 90 minutes. Donc le ressenti est positif, hein, j'ai bien aimé ce soir. Et même d'un point de vue comptable, ok, on met 2 buts, mais surtout on n'en prend pas. Et je crois que ça faisait pas mal de temps en Ligue 1, en tout cas, qu'on avait, on n'avait pas. On n'avait pas récupéré un clean sheet. 3 buts, c'est vrai. C'est vrai que 3 buts, un doublé de Memphis et une passe et un but de Paqueta et une passe décisive de Paqueta qui, encore une fois, fait un match monstrueux. La dernière victoire avec 3 buts d'écart en Ligue 1, c'était contre Strasbourg au début du mois de février, donc il y a pile 2 mois. La pile de main. Strasbourg c'était aussi un 3-0 à domicile. Strasbourg qui est plus en bas de classement cette saison. Et donc malheureusement, une victoire 3-0, non 3-0. J'ai pas l'habitude qu'on se prenne pas de but, c'est pour ça. Donc une victoire 3-0, mais au vu des résultats de nos concurrents directs, que ce soit Lille, Paris ou Monaco, qui ont gagné même largement leur match de la journée. On est toujours 4ème, on est certes à 1 point de Monaco et 2 points du PSG, donc à une longueur suffit qu'il fasse un faux pas, et surtout à la différence de but, je crois qu'on est passé devant Monaco, donc ce qui est quand même très important. On est à +3 par rapport à Monaco normalement, il me semble. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que ces 2 équipes qui sont devant nous, c'est 2 équipes qu'on va jouer. Le LOSC et Monaco, il nous reste encore à aller les jouer. Donc il faut voir comment on va réussir à enchaîner. Je pense que vraiment ça peut être un tournant ce match parce qu'on a enfin, comme je disais, vu quelque chose de différent. J'espère qu'on va continuer dans cette lignée et encore améliorer cette animation parce que comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de choses quand même à améliorer, hein. Tout n'était pas parfait, mais au moins
l'environnement et disons que la ligne directrice qui est enfin prise ce soir, moi, elle me plaît et je pense elle peut permettre vraiment de redémarrer. Arturito qui nous dit donnez tout contre, contre Lille. On va essayer. De toute façon, on n'a pas trop le choix hein, si on veut finir dans les places qualificatives pour la Champions League. Mais oui, si on peut, si on peut gagner contre Lille, ce serait cool. Il y a Lens aussi qui joue, je crois, contre les trois devant nous hein, dans les dernières journées. Lens qui est 4ème, qui a encore gagné, je crois, cette journée. Et qui doit aller chercher sa place en Europa League, Lens. C'est ça, donc ils iront sur les ils iront clairement vendre leur peau, je pense. Clairement. Et pour réagir sur Slimani, on en parlera plus en seconde partie, comme d'habitude, quand on traitera des joueurs. Mais oui, Slimani, on a l'habitude d'avoir des hommes de l'ombre plus au milieu de terrain. Ce soir, on a eu un gros homme de l'ombre qui était en pointe. Et c'était Islam Slimani qui a fait un match d'équipe absolument renversant et qui ça m'a fait un petit peu mal, j'avoue, quand il s'est vu refuser un but pour hors-jeu. On en reparlera tout à l'heure, je suis pas sûr qu'il y ait hors-jeu. Mais voilà, très gros match de Slimani dans un registre dont on n'a pas forcément l'habitude à Lyon, mais qui nous a fait beaucoup de bien quand même. Esther hein, qui appuie sur l'importance du pressing de Slimani et surtout les appels qui libèrent de l'espace. On en avait parlé au dernier stream. Le fait que Paqueta et Memphis, du fait qu'ils sont des gros dribbleurs et qu'ils aiment porter le ballon, avoir un numéro 9 qui fait des appels et qui crée des espaces, c'est super important. Et Slimani l'a fait très bien. Et comme de par hasard, on a des résultats, un score fleuve, certes on met 3-0, mais quand même 2 buts, alors un sur corner et puis 2 buts dans le jeu, ce qui fait plutôt plaisir. Et bien joué mec. Bien joué pour ta responsabilité, ça fait 3 mois. Bien joué. Bravo moi. Incroyable. Des GG aussi, allez. Des bons GG, encore une fois une vague de GG, évidemment. On va pas s'en priver. Je vais moto-émote. Excellent, excellent. Et donc, je propose qu'on regarde vite fait les expected goals pour continuer un petit peu cette analyse du match. On les a regardés juste un tout petit peu, on s'est spoil, un petit peu avant de prendre l'antenne en off. Mais alors, est-ce que ça va marcher d'un coup? De toute façon, c'est sans équivoque hein, pour les expected goals. Tac. Bon, on a eu des très grosses occasions quand même, donc je pense que ça va être assez peu équilibré. Et je suis à peu près sûr que ça va ressembler à ce qu'on a vu dans le match. Donc, et au résultat final, ça me surprendrait pas trop à ce niveau-là. Et donc, sur Understat, on est à 2,85 de X-Goals pour 3 buts, ce qui fait, pour une fois, un Lyon en surefficacité de très très peu. Donc, c'est plutôt cohérent. Et puis Angers qui aurait dû mettre un but si on regarde les probabilités par rapport aux qualités de leurs occasions. Il y a eu des beaux arrêts hein, d'Anthony Lopez. Ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas vu des spéciales. Des matchs très solides en tantôt. De Lopez. 3 arrêts, les 3 ont été effectués sans sourciller, bravo. Très clairement. Très, très rassurant ce soir, Lopez. Et du coup, peut-être pour donner une vision un petit peu plus globale, parce que j'ai dit en introduction qu'on prenait une bonne direction, mais qu'il restait à parfaire pas mal de choses encore. Bon, ce qui reste à parfaire, très clairement, c'est notre animation défensive. Ça a été très, très, très défaillant, très, très compliqué, notamment sur les côtés, où on a eu énormément de mal à contenir les vagues angevines. Et en plus... attends. Je t'en prie. J'allais ajouter que c'est surtout sur les choix de marquage. Il y a eu énormément de fois où notre latéral, que ce soit à droite ou à gauche,
et le défenseur du même côté n'arrivaient pas à savoir qui devait être au marquage de qui. Et du coup, ça crée des décalages, des 1 ou 2 mètres qui créent des espaces, et on s'est pris beaucoup de vagues là-dessus. Notamment un cornet ou un... C'était à droite, c'était Dubois, ouais, qui voulait faire un pressing, mais qui du coup perdait un marquage, et t'avais un Marcelo qui du coup devait marquer 2 personnes, ce qui est numériquement impossible. Mais je te laisse continuer. Moi, j'ai surtout eu l'impression qu'il y avait nos latéraux qui se cachaient derrière nos défenseurs centraux. J'ai très souvent remarqué sur mon écran que Cornet, en particulier, peut-être encore plus que Dubois, se cachait derrière Denayer, et ça faisait qu'en général, il y avait des boulevards pour la formation en plus en 5-3-2 d'Angers, donc qui était un petit peu supérieur numériquement sur les côtés. Et ça prenait exactement, enfin, on prenait complètement l'eau sur les côtés. Et quand on ajoute à ça, comme je l'avais d'ailleurs déjà noté au match aller, le très, 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 très bon et je pense très sous-coté Angelo Fulgini, qui est vraiment très talentueux. Je pense pas qu'il va rester très longtemps du côté d'Angers, ce petit Angelo-là. Je le prends volontiers à Lyon, en fonction des départs. C'était quand même une équipe d'Angers qui nous a causé des soucis et qui a mis à mal l'animation défensive assez défaillante de Lyon ce soir. Melzen qui nous dit que ça parle de Fulgini à Lens. En effet, il y a pas mal de clubs, même je pense à l'étranger, hein, qui vont s'intéresser à ce joueur. Pour Cornet, en seconde mi-temps, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvé plutôt... Enfin, on l'a trouvé plus en vue défensivement en seconde mi-temps qu'en première, en fait. En première, je suis d'accord pour dire qu'il se cachait beaucoup et qu'il laissait un petit peu la responsabilité défensive à Denayer. Pour autant, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que Cornet se montrait beaucoup, notamment sur les dégagements. C'est souvent lui qui allait au contact pour justement repousser un peu le danger. Donc évidemment, c'est pas suffisant pour vraiment se sauver de ça, mais on va dire que défensivement, sa performance n'est pas catastrophique, je trouve, ce soir, surtout en deuxième mi-temps où il s'est beaucoup plus illustré. Alors, je suis pas du tout d'accord, moi, hein. Je l'ai Défensivement, en c'était tête là comme ça, j'ai au catastrophique, moins hein. 5 situations où il repousse le danger sur le côté gauche. Moi, je me rappelle Après, de ce qui est 2 bien aussi, c'est passes que l'entrée de Barre dans le vide. à gauche aussi a été aussi dans cette veine-là très, très rassurante pour justement préserver le danger, et c'était vraiment très très bien, j'ai trouvé. Une fois que Barre et Deschilio étaient rentrés, l'OL n'a quasiment plus subi la moindre occasion, et même en deuxième mi-temps, je crois que l'OL a subi beaucoup moins d'occasions qu'en première mi-temps. Pour moi, la seule chose qui a été mieux sur Cornet en seconde mi-temps, c'est qu'il a étonnamment joué un petit peu plus haut. Un cran plus haut, et en jouant un cran plus haut, il a joué plus large. Donc il avait moins tendance à être collé à Denayer, comme j'ai pu le dire juste avant, en première mi-temps, et plus haut. Là, effectivement, il a été meilleur défensivement, mais c'était quasiment une position d'ailier qu'il avait quand il a été meilleur défensivement, je trouve. Quand il est derrière, pour moi, c'est une catastrophe, hein, au niveau du placement, fallait s'accrocher là quand même, hein. C'est un peu plus son poste, entre guillemets, un poste offensif où il doit aller où il doit avoir de la percussion. C'est là-dessus où il est meilleur. Je vais pas dire où il est bon tout le temps, mais où il est meilleur qu'en défense. C'est pas un joueur qui va être un peu à la Deschilio, à la Dubois, vraiment dans la conservation, en mode je vais pas prendre de risque. Cornet, il récupère le ballon et il va tenter une passe. D'ailleurs, il a fait de mémoire, il a fait 2 passes dans le vide, un peu incompréhensible. Oui, il y a 2 ballons rendus à l'adversaire dans l'axe, pas exploités derrière. Notamment en tout début de match, hein, ça devait être la première minute à peine. Bizarre. C'est compliqué de donner une analyse de ça. C'est très ponctuel, ça arrive très peu souvent. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui continuent d'arriver. On est 24. Je vois les gars. Minimax, je vois Akaway, je vois plein de monde. C'est trop bien. C'est cool. J'ai vu Torny aussi tout à l'heure qui revient, on l'avait pas vu depuis quelques temps. Oui, bien. Il y a Olivinho évidemment qui est arrivé, le grand monsieur. Le grand monsieur. Salut à tous.
Et donc moi, quelque chose aussi, maintenant j'ai dit mon point, un petit peu négatif, en tout cas qui reste à parfaire. Je vais maintenant passer sur mes points un petit peu plus positifs parce que, comme vous l'entendez probablement à ma voix, je suis quand même d'humeur très positive, ce soir. Qui Donc est mes dans un j'ai bon 2 mood. points positifs principaux. Petit 1, la formation. La formation qui permet à nos latéraux, enfin, c'est pas permet, mais qui oblige nos latéraux à rester derrière, c'est-à-dire à ne pas faire n'importe quoi devant, ce qui est une bonne chose. Et petit 2, une formation avec un Slimani qui peut combiner avec toutes les personnes super techniques qu'il a autour de lui, les Memphis, les Paqueta, qui fonctionne très, très bien. On a vu des redoublements de passes, on a vu des jeux en une touche de balle, on a vu des combinaisons entre tout ce petit monde. C'était super agréable. Moi, j'en demande encore. J'espère qu'on va avoir la chance de revoir ça, dans les matchs qui arrivent. Et même Toko Ekambi a pas fait forcément un match exceptionnel, notamment dans l'efficacité. Mais il apporte lui aussi quelque chose dans ce 4-2-3-1 que les autres profils dont je viens de parler n'apportent pas. C'est la profondeur, c'est proposer toujours une solution. Et effectivement, même dans ce profil-là, Karl Toko Ekambi est venu apporter quelque chose encore de différent sur ce quatuor offensif. Et je pense qu'on en viendra à parler aussi, de notre double pivot, excellent, excellent double pivot. Je pense que je vais laisser, l'un de vous 2 peut-être, en parler un petit peu. Je t'en prie, Tekken, juste pour ajouter sur Carlton et Cambi. Lui aussi, en fait, en partant dans la profondeur, il crée des espaces et ça permet à Paquetá et à Depay de vraiment s'engouffrer dans l'axe. Et la preuve, les deux buts qu'on met, en fait, c'est notamment les deux derniers, c'est grâce à ces espaces. Mais je t'en prie, Tekken, pour parler de notre double pivot. Alors, Et on est ce double 27, pivot, hein. On est 27. ouais, c'est cool ça, il y a beaucoup de monde. Merci à tous d'être là. Pour ce double pivot, du coup, Guimarães, Caqueret, on l'avait pas beaucoup vu avant. Il y avait eu plusieurs, on l'avait vu quand même une ou deux fois en Coupe de France, contre, Ajaccio, il me semble, et contre Sochaux aussi. Heu, c'est vraiment une formule gagnante pour l'OL, ce double pivot, parce qu'on a vraiment l'activité de Cacré qui court vraiment énormément, qui fait beaucoup de pressing et qui récupère Monstrueux. un nombre de ballons vraiment incroyable, associé à un Guimarães qui oriente le jeu et qui surtout, bah, met en orbite justement les attaquants, ou ceux qui, du moins, qui jouent un cran plus haut, donc Paqueta, Memphis, même Toko Ekambi par moment. Ça marche vraiment très bien cette association-là, parce que dès que le ballon en fait passe par eux, il y a très peu de pertes. Ça oriente très vite sur un autre joueur pour justement donner de la verticalité au jeu. Et, je pense que c'est une formule qui est amenée à être vue beaucoup plus souvent pour l'OL, parce que honnêtement, il y a un monde entre le milieu de terrain avec Guimarães et Cacré et le milieu de terrain, on va dire, avec Thiago Mendes, où c'est un peu plus mou et un peu plus lent dans les transmissions. Donc ouais, la différence est vraiment remarquable. Mais on va résumer de toute façon, je pense le match de Cacré et c'est une certitude qu'on le fera dans la seconde partie de l'émission. Masterclass. Le gars était partout. Le gars a fait le tempo de l'équipe. Chaque pressing était soit initié par lui si c'était un petit peu plus bas sur le terrain, soit initié par Slimani si c'était un petit peu plus haut. Il défend en avançant. Depuis quand on n'a pas eu un joueur qui est comme ça au poste de milieu défensif, milieu relayeur, qui défend à ce point-là en avançant? Le nombre de ballons qu'il récupère en faisant en même temps des courses vers l'avant, ce qui permet de gagner un temps fou et de prendre à revers quasiment l'intégralité de l'équipe, d'Angers sur une situation de jeu, eh bien c'est ça, c'est ce qu'on retrouve chez Cacré, c'est ce qu'on a énormément vu ce soir. Et quelque chose que j'avais déjà dit, il y a quelque temps, Maxence Cacré, sur presque chacune de ses titularisations, c'est un grand match. Ah, il déçoit jamais, ouais. C'est une réalité. On est vraiment, je pense pas qu'on soit dans l'abus quand on dit ça. Et le gars, peine à trouver des minutes de temps de jeu. Le gars peine à être titulaire. Bon, j'espère que ce soir, ça va enfin
avoir mis la tête à l'endroit, de notre coach parce que, sur les 6 derniers matchs de cette saison, bah, moi je veux absolument pas voir Maxence sortir du 11. Ce n'est pas possible. Et merci beaucoup Tony Montana et Brinks pour le double follow d'affilée. Merci énormément du soutien. Merci beaucoup. Bienvenue. Et le triple, le triple follow. Ah, Vous mais êtes c'est magnifique. vous êtes donné le Jamais mot. 203. Mad Bienvenue à tous ces nouveaux. BTW. Installez-vous. Installez-vous, GG prenez collectif. prenez votre aise. Un gros GG collectif. Il y en a un qui a donné la bonne idée à l'autre. Incroyable. Merci beaucoup à tous. Moi, je voulais ajouter en termes de stats, je regardais un peu sur SofaScore, quelques stats de Cacré. Déjà, c'est 91% de précision de passe, 2 tentatives de dribble, 2 réussies, 17 duels au sol, 9 remportés, 2 duels aériens, 2 remportés, pour seulement 8 pertes de balles. 8 pertes de balles, surtout au milieu de terrain, pour un joueur qui joue 90 minutes, c'est vraiment très très bien en Et termes de 8 pertes de fiabilité. balles sur 87 remarquable. touches. C'est des stats incroyables. C'est vrai, Très ça très permet fort, de, Cacré. de parler aussi de ça au niveau des pertes de balles. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'il y aura peut-être un petit sujet de débat. J'ai trouvé que Paqueta, avant du coup son fameux but, évidemment, qui m'aura fait mentir, ratait énormément de choses en première mi-temps sur les 20 premières minutes. J'ai trouvé un peu maladroit, alors peut-être parce qu'il se donnait vraiment à fond et du coup il avait plus forcément de lucidité au moment de récupérer le ballon et de savoir quoi faire avec. Et j'ai regardé juste avant du coup la mi-temps, on était déjà à 13 pertes de balles pour Paqueta en du coup une quarantaine de minutes. Donc je sais pas si vous avez repéré un peu la même chose que moi. Après, évidemment, il y a son but qui du coup éclipse un petit peu ce côté où il y a du déchet dans le jeu. Et puis, évidemment, en deuxième mi-temps, il y a sa passe décisive magnifique pour Memphis. Donc, j'ai envie de dire, ça éclipse totalement les pertes de balles de leur première mi-temps. Mais on va dire qu'en première mi-temps, il y avait ce côté un petit peu, ce manque de fiabilité de la part de Paqueta que j'ai un petit peu déploré. Heureusement, c'était que sur les 20 premières minutes et ça s'est relativement contenu après. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur au tout début du match. Juste avant de laisser la parole à Ferrandinho, en termes de perte de balles sur tout le match, on est à 145 pour l'OL et 149 pour Angers, ce qui pour un 3-0 qui pourrait sembler être un match plié facilement, sonne comme beaucoup de pertes de balles et surtout quasi le même montant, alors que la possession elle est... Non, en vrai la possession est plutôt 50-50. Mais faudrait regarder en termes de perte de balles par rapport à nos autres matchs. Mais Paqueta, par exemple, c'est 24 sur tout le match, donc 13 du coup en première mi-temps. Memphis, c'est 25. Ça fait déjà pas mal pour deux joueurs, même si c'est ça. évidemment Après, il joue un peu compensé plus par aussi. une efficacité qui est redoutable. Mais on va dire que oui, il y a eu un peu Moi, parfois des petits trous d'air comme ça dans le jeu. Paqueta, des fois, genre, je comprends pas le fait qu'il arrive à garder le ballon des fois quand il dribble. Genre, il a des doubles ou triples contacts dans les jambes, genre, c'est la grosse bataille, la guerre. Et il arrive à avoir un compte favorable pour repartir avec le ballon. Des fois, il sort des trucs, genre, je comprends pas. Et tu voulais parler du coup des pertes de balles de Paqueta, Ferrand? Non. Non, très bien. Très bien. Je vais te laisser la C'est un parole, non-sujet. mais c'est un non-sujet incroyable. Qu'est-ce que vous dites dans le Non, dans le moi ça chat? m'a juste fait rire parce que le tweet de SJ était vraiment pile 30 secondes Ah bah, avant le but de Paqueta. Donc c'était pile voilà, pour me ridiculiser, hein, ça ce ça tweet. Ah ça bah, m'a bien fait rire, je vais aller le le chercher quand timing même pour t'afficher. le timing était sympathique. J'accepte, c'est le jeu. Et Mais j'ai pas tort pour autant. J'ai pas tort pour autant, je maintiens mon propos. Regardez-moi ça. on a quand même vu, je trouve, ce soir, ah bah, attends, on va d'abord commenter ce tweet Ce exceptionnel tweet, d'ailleurs Paqueta se que précipite j'ai trop et rate commenté beaucoup juste en de dessous. choses par manque de lucidité. Je Merci. maintiens mon propos. Le karma. Non mais oui, bien Je sûr. maintiens mon propos parce que ces 20 premières minutes sont justement avec beaucoup de déchets. Alors évidemment, les 70 suivantes Ah sont mais il sont tente très beaucoup bien et aussi sur ces 20 premières mais minutes.
Ouais, mais justement, ils tentent beaucoup, mais c'est pas forcément négatif d'ailleurs. Ils tentent beaucoup. La contrepartie, c'est qu'évidemment, il y a un petit peu de déchets qui est inévitable sans doute, mais c'est important à souligner quand on a par exemple un Cacré qui réussit à faire énormément de choses dans le jeu avec un peu plus, on va dire, de Ah ouais, fiabilité. mais Alors évidemment, il il joue est sur un plus grand débat, derrière, c'est moins ouais. risqué. C'est pas vraiment le même poste Mais en fait. Là, Paqueta est oui, vraiment Cacré, parti en un Samba. milieu vraiment plus offensif. Limite, il monte dans l'axe avec Memphis. Donc le fait qu'il perde plus de ballons parce qu'il tente plus, je trouve ça entre guillemets normal, même si évidemment, comme n'importe quel poste sur un terrain, faut essayer de limiter les pertes de balles. Mais ça me choque pas plus que ça. On a Surtout que Optamelt dans le chat pour nous renseigner sur les pertes de Optamelt, balles des 3 derniers matchs. Donc ça donne 147, 137 et 112 respectivement pour les matchs du Red Star, Lens et Paris. et Ouais, bah, comme pour quoi c'est Paris, c'est logique, supérieur. hein, parce qu'on a eu moins le ballon, donc Mm, évidemment, il y allait avoir moins de pertes. mm. Mais comme quoi, Mais après, ça fait franchement, plus. si c'est quelque chose qu'on doit accepter, moi je suis prêt à accepter un petit peu plus de pertes de balles, si c'est pour, produire ce qu'on a produit ce soir. Moi, ce que j'ai C'est bien, ce que j'ai bien aimé c'était plus vers la fin du match, c'est qu'on arrivait à créer des circuits de passe en une touche de balle. Et ça, oui. genre une touche de balle, ça accélère le jeu d'une manière folle. Et ça permet juste de faire des décalages facilement. Et on a la qualité dans l'effectif pour faire Bien sûr. une touche de C'est balle. pour ça qu'on râle. Bien C'est sûr. pour ça qu'on râle. Quand au milieu, tu as du Paqueta, du Guimarães, du Cacré, avec devant du Memphis, du Slimani qui peut jouer en remise. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à voir ces actions, plus souvent, quoi? Et d'ailleurs, ils l'ont dit sur Canal+. Ils ont qu'est-ce que c'est que ce truc? Je Ils ont sais ils pas. ont très bien dit sur Canal+, ce que je viens de dire. Ils l'ont carrément souligné. Ils ont dit, «C'est vrai que les supporters de Lyon, des fois, ils sont pas très contents et ils râlent après leur équipe parce qu'ils voient pas ce genre de choses si souvent que ça, alors qu'ils ont l'effectif pour le faire et on voit, ils sont capables de le faire vu qu'ils l'ont fait». Donc voilà, ça a fait très plaisir ce soir de pouvoir voir, ce genre de choses et c'est de bon augure pour la suite, moi qui était un petit peu, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Alors, il y en a Je un ne qui sais pas. représente un Shrek dans le chat, merci beaucoup. Hop là. Il ne C'est parlera un petit plus peu bizarre. pendant 600 secondes. Mais bref. Je Oui, comprends pas ce que c'est. je sais pas. Ce n'est pas très important. Je te laisse continuer. Bon, j'avais globalement fini, hein, c'est vraiment des belles choses qu'on a envie de voir et de continuer à voir parce qu'on les voit trop peu souvent, alors qu'on en a, la capacité et d'ailleurs, petit point sur lequel, je me suis pas encore exprimé, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on met un but, on se sent obligé d'arrêter de jouer? Ça vraiment, ça demeure une question importante. Ah, les deux périodes de «domination» entre guillemets d'Angers, c'est les 2 périodes où on a mis le premier et le deuxième but respectivement et je comprends pas pourquoi on fait ça. Si on arrive à dominer jusqu'à mettre le premier but, continuons de faire ce qu'on fait et puis allons mettre le deuxième plus rapidement. Là, on est dans un schéma type, de l'Olympique Lyonnais où on joue, on met en place notre jeu, on arrive à marquer le premier, très bien. Ensuite, on s'arrête de jouer pendant 10 minutes, on recule jusque dans notre surface, on permet à des joueurs comme Fulgini de trouver des solutions. C'est Si tu as un petit peu plus de joueurs, techniques et bah, ça peut faire but, ça peut faire le 1-1 directement. Il faut tout simplement continuer ce qui a fait qu'on a marqué le premier but pour aller marquer le deuxième le plus rapidement possible et arrêter de stopper notre domination, dans la possession et sur la et sur le terrain pour, pour continuer à aller de l'avant, quoi. Ça, c'est vraiment une interrogation que j'ai et je comprends vraiment pas pourquoi on s'arrête de jouer à chaque fois qu'on met un but. Bah, les joueurs souvent, ont tendance à s'endormir. C'est pas que depuis cette année, c'est vraiment même sous Genesio. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait souvent ça, ces trous d'air un peu dans le jeu.
Je sais pas si c'est propre à l'effectif qu'on a et donc à des joueurs qui sont là depuis plusieurs années ou si c'est un problème collectif qui est récurrent du coup successivement avec Genesio puis Garcia, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez regrettable. C'est l'OL a un manque un peu alors de maîtrise, mais par moment. C'est-à-dire que pendant des petites phases comme ça, juste après un but, il y a un moment de flottement souvent qui suit et d'ailleurs on a souvent vu aussi dans le passé l'OL se faire égaliser juste après avoir marqué. Je sais pas si vous avez un peu comme ça cette impression-là, mais Bah, c'est l'OL souvent n'est aussi pas souvent qu'on se prenait des buts. impitoyable dans son... C'est souvent aussi qu'on se prenait des buts, alors qu'on encaissait un but avant de marquer. Du coup, on laissait ouvrir le score et ensuite on rattrapait si on arrivait à rattraper, ce qui n'était pas souvent le cas. Là, le fait qu'on marque une première fois, je pense que ce que tu disais, Fernandinho, le fait qu'on se soit un peu reposé sur nos lauriers, qu'on ait diminué la cadence pour ensuite se mettre le but. Je crois il y a 20 minutes, 30 minutes entre les deux buts dans ces eaux-là. Il y a 20 minutes. Je pense aussi c'est un manque d'habitude et de confiance en l'équipe qui a plus l'habitude de mettre des gros scores comme l'OL à la tradition d'en coller. Donc je sais pas si même ça, moi, ça me dérange. On est dans une saison où tout est super resserré. Ça va se jouer au point près en Ligue 1. Ça peut même se au jouer but près. à la différence de but, donc au but près. Et là, il y a des moments où on s'arrête de jouer alors qu'on a une grosse domination. Il faut continuer, quoi. L'Allemagne contre le Brésil, bah, c'est au Brésil, c'est la Coupe du Monde. Et bah, 1-0, 2-0, 3-0, bah 3-0, ils s'arrêtent pas, hein. 4-0, 5-0, 6-0. Le fameux on respecte l'adversaire. Voilà, là on s'arrête de jouer même à 3-0. À 3-0, on doit mettre le 4e. Surtout qu'il y avait la place. Hein. Il y avait clairement les occasions. Ah bah oui, je dis ça parce qu'il y a vraiment la place. C'était l'objectif, quoi. Au plus de buts on peut mettre sur cette fin de saison, au mieux c'est. Parce que vraiment, c'est serré comme tout là. Et donc, bah, il faut y aller, quoi. Au bout d'un moment, un adversaire, si on sent qu'il est pas au niveau, bah, il faut l'enfoncer et puis voilà. Il y a pas mal de hors-jeu aussi je t'en prie. de nos joueurs. En deuxième mi-temps, Kouakambi, il y a eu au moins 2 hors-jeu vraiment qui moi personnellement m'ont rendu malade. Le premier du coup sur le but de Slimani qui du coup a été refusé et le second sur le penalty du coup que Kouakambi obtient, mais au final il est encore hors-jeu au départ de l'action. Il n'y avait pas penalty pour moi. Non, il n'y a pas penalty. De toute façon, il n'y avait pas penalty. Ça a été très clean. Yes. Oui, je voulais dire, ce que Akaway mais c'est pertinent aussi. Le fait que ce soit la première fois après 32 journées qu'un club avec 64 points soit 4e, ça montre aussi que même si l'OL galère en ce moment, ils sont certes dans une très bonne saison, mais c'est aussi la preuve que les autres saisons, c'était vraiment pas suffisant, quoi. Si là on se dit que on perd des points très bêtement, surtout en ce moment dans ces dernières journées, on est passé par beaucoup de matchs très frustrants au fil des années, depuis 6 ans. Et d'ailleurs, le meilleur score pour un 4e à la fin d'une saison de Ligue 1, c'était Marseille avec 77 points en 2017-2018. Je crois que cette année, là, le top 4 de cette année, donc PSG, Lille, Lyon et Monaco, vont battre un peu cette performance, quoi qu'il arrive, je pense. Clairement. Vu à quel point c'est serré entre ces 4 équipes-là pour le titre et surtout les places qualificatives en Ligue des Champions. Ouais. Et en contrepartie, tu vas avoir Dijon qui va avoir le record du plus faible total de points. Vous voulez savoir quel serait le meilleur scénario, là? Le meilleur scénario, ce serait qu'on ait un Lille, un Monaco ou un Lyon qui serait champion et en tout cas aux 3 premières places de Ligue 1 et un Paris qui va gagner la Ligue des Champions.
Comme ça, ils sont aussi en Ligue des Champions. Les 4 premiers sont en Ligue des Champions. Mais techniquement, si Honnêtement, ce serait une bonne issue, ça. Si Paris finit dans les 3 premiers du championnat et remporte aussi la Ligue des Champions, est-ce que du coup, dans le classement de C'est Ligue 1, une ça bonne décale? question. C'est une très bonne Ah, c'est question. vrai que ça non plus. Parce que les autres années, on avait réussi à être qualifié directement, même en finissant 3ème, parce que je crois que c'était Chelsea qui avait gagné contre Arsenal en Europa League notamment. Donc il y a moyen en fait que si on finisse 4ème et que Paris gagne, on soit quand même en Champions, ou en tout cas en Non, je place crois pas, parce que qualificative. quand le Real gagnait sa Ligue des Champions, le 5e de Liga n'était pas en Ligue des Champions. Pour moi, ça peut pas dépasser 4 en fait. Donc il y a 2 choses différentes dans les données là, parce que le Real, c'est un club espagnol et l'Espagne envoie de toute façon 4 clubs en Ligue des Champions. Et il y a une règle en LDC, c'est qu'on peut pas dépasser 4 clubs de la même nation. Donc par contre, nous, étant donné qu'on en envoie que 2,5, donc Ouais. potentiellement 3, est-ce que du coup, à creuser, vraiment sujet à creuser, Le mien, là, faudrait simuler, sur FM une saison où ce serait ce genre de scénario-là, mais vraiment c'est à creuser. Ça pourrait être très bien ça. Le On sait qu'on a des règlement amateurs hein, d'FM dans le chat, donc n'hésitez pas si vous êtes chaud à aller tester avec une saison de... c'est le moment de sortir la vidéo de la- où Emery dit allez PSG. Avec grand plaisir. Évidemment. Mais ouais, cette fin de saison va être vraiment, vraiment super intéressante. Ah d'accord, ok. Théo vient de toucher nos espoirs. Yes. Théo qui dit donc si le gagnant est déjà qualifié, c'est un club du 5e championnat qualifié sans barrage. Bah, c'est nous. Mais c'est nous. C'est nous le Attends. 5e championnat. Mais du coup, c'est le troisième du championnat français qui du coup est qualifié d'office en fait. Et le 4e passe par les Hmm. barrages. Sauf si en plus le gagnant de l'Europa League est déjà qualifié et là le 4e n'a même pas à passer par les barrages. Ça peut être très sympathique tout ça, hein. Si Théo, ce que tu dis c'est vraiment ça, ça peut être très sympathique si on cumule un petit peu, des gagnants intéressants en Ligue des Champions et en Europa League, ça peut être intéressant ça. J'ai toujours bien aimé le PSG, hein, le coefficient UEFA français, tout ça. C'est le moment de briller, hein, les amis. Du coup, apparemment, non, le 4e va pas au barrage. C'est juste le 3e sans barrage. Non, ça c'est pour l'Europa League. Ça, c'est si le gagnant de l'Europa League est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, le 3e n'a pas à passer par les barrages. Les bons règlements. Surtout qu'en plus, il y a la 3e Sauf que compétition. moi européenne j'ajoute qui arrive. là-dedans le fait que Paris gagne la LDC. Et ça change tout. Bref. On va. C'est à creuser comme. Ouais, comme idée. c'est des choses à creuser aussi, ça c'est. Mais on va peut-être passer à l'instant pub que Tassour va essayer de faire dans un temps encore, réduit. c'est ce Dans un qu'on temps essaie de réduit faire comme la maintenant. dernière fois. Incroyable. En soi, il y a pas grand-chose à préparer. Il faut juste que j'aille sur Twitch. Tac. Et La que dernière fois, t'as fait en 1 minute 45. Hein. Ouais, Reizo avait fait le... Bah, Reizo avait chronométré. Bon, après, là, Reizo n'est pas là. Donc, si quelqu'un veut chronométrer... alors... Olivigno est au chrono. Olivigno est au chrono. Incroyable. Vous croyez tous en ma capacité d'être rapide. Alors, tac, chaîne. Ensuite, OBS, on change de scène. Et incroyable. Donc, l'instant pub, top départ. Donc, sur Football, pour l'instant, pas forcément de nouveautés. On sait qu'il y a quand même pas mal de nouveaux actuellement dans le chat. Du coup, ça fait quand même du bien de faire un tour de toutes les activités, en tout cas tous les produits Football. Donc, on va commencer par le classique podcast et YouTube, où vous vous retrouvez donc chaque lendemain de match et donc de stream à midi la rediff entière du stream. Donc
que ce soit sur le YouTube, donc vous tapez Football hein, sur YouTube, ou alors sur les sur les différentes plateformes de podcast, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, tac. Vous avez à la fois le débrief, donc le lendemain du stream, et le surlendemain, donc en J+2, vous avez un best-of d'une quinzaine de minutes à peu près, des meilleurs moments du stream en termes d'arguments, en termes de petites blagues, tout ça. C'est un format assez court, assez pertinent, et pour se tenir à la page de tout l'Olympique Lyonnais. Seconde chose, on a évidemment un Discord, on a beaucoup de participants actifs au Discord sur le chat. On a un Discord, donc Football Community. Le lien, si vous faites point d'exclamation de Discord dans le chat, vous avez le lien pour rejoindre ce Discord. Voilà, il est très actif, on est souvent en vocal. On regarde souvent des matchs de Ligue 1, de plein de championnats dessus. C'est assez rafraîchissant, assez animé, et c'est vraiment cool. Voilà, vous avez... Évidemment. Et, évidemment, on soutient le PSG si ça peut nous aider dans l'accès à la Champions League la saison prochaine. Et puis, donc la page Insta où vous avez les débriefs, évidemment, d'après-match, la même sur Twitter, mais vu que beaucoup de personnes viennent de Twitter, je vais pas m'étendre dessus. Et puis la dernière chose, le shopping, le shop, la boutique Football, où vous pouvez acheter par exemple ce mug Football, pour boire votre café, votre thé pendant le stream, sur votre lit, tranquille. Après une victoire de l'OL, ça arrive de temps en temps. Voilà, vous avez un petit peu de tout, des vêtements, des coques de téléphone, des mugs, voilà, un petit peu de tout. Des suites. Tout est Les suites, sont cool. évidemment. Ils sont très confort en vrai. Les t-shirts aussi. L'intérieur est tout doux, j'aime bien. Clairement. Donc vous avez tout en dessous du stream. Si vous êtes sur YouTube, vous avez tout dans la description. Et voilà, instant pub terminé. Je pense que j'ai un petit peu dépassé le quota, mais bon. Olivigno au rapport. Olivigno au rapport. Bon, j'ai enlevé ton tweet quand même, Tekken, je vais pas t'afficher plus longtemps que ça. Et voilà. Je maintiens mon propos. 2 minutes, 52 secondes et 64 centièmes. Non, mais c'est les centièmes qui m'ont fait dépasser. Bon, ça va, c'est suffisamment court quand même. Voilà. Et une fois qu'on a parlé ça, on peut switch à les notes. Switch sur la compo. Sur la compo, alors il faut que je la modifie un petit peu évidemment, parce que là j'ai celle de la Coupe de France, mais en attendant on peut parler de ce 4-2-3-1, de cette nouvelle composition. Eh bien c'est ce qu'on demandait depuis des semaines, des mois, et c'est ce qu'on a enfin eu en Ligue 1. On l'avait vu, on l'avait entreaperçu durant les quelques matchs de Coupe de France, donc notamment contre Ajaccio, contre Sochaux, et on a enfin eu droit à ce 4-2-3-1 en Ligue 1, avec en plus le repositionnement de Paqueta. Ça fait très plaisir, ça a bien marché, il y a des bonnes bases pour la suite, et moi en tout cas, qui l'attendait depuis longtemps, et était ravi vers 20h30 là, quand j'ai vu la composition officielle être annoncée, parce que ça faisait 2-3 jours hein, qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être un 4-2-3-1 qui allait ressembler à ce qu'on a vu ce soir. Mais moi, j'osais pas y croire. Je préférais attendre le truc officiel, parce que je me suis dit: «Attends, ça fait 4 mois qu'on est resté buté dans notre 4-3-3 qui marche pas. Pourquoi est-ce que ce serait ce soir que ça changerait?» Eh bien, mon scepticisme n'a pas été récompensé du coup, hein, et je suis très content qu'il ne l'ait pas été, et on a enfin eu droit à ce 4-2-3-1 ce soir. J'espère qu'on y aura encore droit la semaine prochaine. Puis surtout, Slimani titulaire, c'est quelque chose qu'on réclamait depuis un moment. On va dire que c'est un petit peu dommage qu'il faille avoir la blessure de Kadewere pour avoir du coup la présence de Slimani dans le 11 de départ, mais bon, c'était bien
de l'avoir comme ça, parce qu'il méritait un peu de temps de jeu, surtout de démarrer les matchs en fait après sa bonne entrée contre Paris et son but aussi, qu'il avait mis un peu plus tôt en Coupe de France, donc Bah, en c'est fait, là, un récompense on pour se lui. privait ces dernières semaines de nos 2 joueurs les plus en forme, avec Slimani et avec Cacré. On se privait de ces 2 joueurs-là dans le 11 titulaire. Ce soir, ça n'a pas été le cas et ce soir, les 2 ont répondu présent, vraiment présent, de manière très différente, pour l'un comme pour l'autre, hein, bien sûr, parce ils avaient des rôles très différents, donc logique. Mais les 2 ont vraiment répondu présent et j'espère que les 2 seront reconduits, à l'avenir parce que c'est 2 joueurs qui méritent et c'est 2 joueurs qui ont prouvé ce soir encore une fois, s'il en fallait une de plus, qu'ils avaient le niveau pour être titulaires et qu'ils avaient le niveau pour faire des choses intéressantes dans le collectif, de l'Olympique Lyonnais. Ce soir, on a enfin revu une équipe. Ça faisait plusieurs semaines que moi je comme pour ceux qui sont là, assez souvent, moi je critiquais le fait que je ne voyais plus d'équipe sur le terrain quand je regardais mon Olympique Lyonnais. Ce soir, j'ai eu l'impression de voir quelque chose qui se passait. C'est pour ça que je suis très positif, même si, bah, comme je l'ai aussi dit, tout n'était pas parfait. Mais moi, dans les intentions et dans le collectif, au moins j'ai vu quelque chose qui s'était passé ce soir et ça me donne envie d'être positif, sur ce débrief. Quel plaisir. Et d'ailleurs, on pourrait même terminer la saison avec un peu de rêve en nous là. Si par exemple on enlevait Toko Ekambi du 11 et qu'on remettait du coup Aouar en espérant qu'il soit bientôt rétabli de ses adducteurs, pardon, dans ce 11 là, du coup, en déplaçant peut-être Paqueta sur le côté droit un petit peu. On a vu que au milieu du match, il a changé un peu de placement et il s'est plus déporté sur le côté droit. On mettrait du coup Memphis un peu en 10 comme ça dans l'axe avec Slimani et Oussama Aouar sur le côté gauche, ça ferait un peu, et avec évidemment le double pivot Guimarães-Cacré, sans bégayer c'est mieux. Un cran derrière, ça ferait un très très beau mélange, je trouve. Et ce serait Ça ferait carrément beaucoup sympa. d'axios, moi je trouve quand même, hein. Justement, Mhm. moi je trouve que Toko il apporte aussi, même si il doit retrouver de l'efficacité. Il doit vraiment retrouver de l'efficacité. Il peut pas être hors jeu autant de fois que ça, même si, je le répète, sur le but de Slimani, le hors jeu est fort, fort, fort discutable, hein. J'ai tracé mes petites lignes artisanales, avec un bout de papier sur, mon écran, en ayant bien sûr, stoppé l'action, hein. Donc j'ai mis mon petit bout de papier sur l'écran en essayant d'être le plus parallèle possible par rapport à la ligne, du traçage de la surface de réparation angevine et j'ai franchement quelques doutes sur le hors-jeu de Toko Ekambi. En tout cas, je m'étonne très grandement qu'il ait été checké aussi rapidement. Ça m'étonne tellement qu'il ait été checké aussi rapidement que je pense qu'il a même pas été checké du tout. Alors que ça aurait franchement mérité d'être checké. Donc voilà, je après moi sur un repositionnement d'Oussem à ce dans ce système-là, je sais pas. Déjà, je trouve pas qu'Oussem mérite, de retrouver une place de titulaire étant donné la saison qu'il nous fait et en plus de ça, trop d'axios, tue les axios. Voilà. Un Toko, c'est bien aussi pour aller chercher la profondeur et pour élargir un petit peu. Limite, Oussem a plus, enfin, quand il reviendra, aura plus un rôle de remplaçant pour Paqueta, en tout cas en termes de poste pour poste. Mais le mettre directement dans un 11, enfin dans le 11, je vois pas en fait qui serait à remplacer et serait moins bon, Oussem. En fait, surtout, Bah, moi, ce qui m'embête avec Oussem, c'est que je suis persuadé que cette position de milieu offensif central dans un 4-2-3-1, c'est le poste idéal pour Oussem. Donc ça m'ennuie, mais ça m'ennuie parce que comment retirer Paqueta de ce poste-là, étant donné l'impact qu'il a à chaque fois qu'il est titulaire dans notre équipe? Moi, je sais pas. bon, déjà, il faut voir aussi Je quand est-ce que Aouar est sur enfin, est apte à rejouer. Parce que s'il est encore absent pendant 2-3 matchs, on peut carrément l'oublier dans la discussion. 2023, hein, Arturito, la fin de contrat d'Awar. Donc il y a quand même
Il y a quand même encore le temps. Yes. Du coup, on peut commencer à parler de nos tops. On va commencer par... en soi, on a déjà un peu commencé par Lucas, je pense. Tout le monde est d'accord qu'il sera dans les tops du match. Ah, je sais pas. Non. On En va tout commencer cas, par Memphis en premier. Memphis. Et ben, c'est parti Pour moi, pour il y a Memphis. des joueurs plus évidents. Et ben, c'est parti pour Memphis alors. Parlons un petit peu de notre capitaine Memphis Depay, qui a inscrit un doublé ce soir, sachant qu'il n'avait pas marqué depuis pas mal de matchs. Depuis en fait que l'OL ne gagnait plus. Memphis ne En marquait Ligue 1, plus. ouais. En Ligue 1 en tout moment cas. qu'on l'avait pas vu. Après, il a marqué contre le Red Star cette semaine, même si c'est pas de la Ligue 1. Memphis d'ailleurs, je crois que c'est celui qui a touché le plus de ballons côté lyonnais, il me semble, ce soir. Alors à vérifier, mais Je vais passer comme ça, une petite stat, très sympathique. Il me semble que c'est ça, ouais. Avec une centaine de touches, c'est le joueur lyonnais qui a touché le plus de ballons et ça confirme évidemment sa prépondérance dans le jeu lyonnais, parce qu'il était vraiment, pour le coup, de toutes les occasions. Memphis, on voit déjà sur le premier but, c'est lui qui est au corner. Il récupère ensuite le ballon pour faire le centre vers Paqueta. Paqueta qui fait un gros raté. Le ballon au final revient vers Memphis. Memphis marque. Sur le troisième but, c'est lui qui, avec un petit piqué très très beau d'ailleurs, le ballon piqué sur le troisième but, j'ai vraiment beaucoup aimé. Marque du coup le 3-0. Sur le deuxième but, je crois que Memphis n'est pas impliqué parce que c'est Toko Ekambi qui fait vraiment tout. On n'en a pas parlé aussi de ça, mais Toko Ekambi sur le deuxième but, vraiment très très fort. C'est lui qui fait vraiment tout de A à Z et qui délivre une superbe offrande pour Paqueta, même si elle est évidemment un peu déviée par, je crois que c'est Pavlovic, le défenseur angevin qui contrôle le ballon. Mais ouais, non, Memphis très très bien sur ce match. Homme du match d'ailleurs de mon côté. il claque un doublé, il a les espaces, il fait la différence. Alors certes, ses corners et ses coups francs sont loin de faire soulever L'unanimité. ouais, l'unanimité, ouais. Mais en tout cas, déjà dans le jeu, il a été efficace déjà de par ses buts, et puis il a été important dans le jeu. Même s'il avait moins... Il a retrouvé une position d'ailier gauche. Ouais, c'est ça. Il avait moins... Qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. Et qui a bien marché ce soir. Même au niveau des replis défensifs. J'ai en tête 2-3 moments où c'est lui qui fait l'effort sur le côté du coup droit de l'attaque angevine. Et il a récupéré 2-3 ballons intéressants. C'est une position qu'on a eu tendance un petit peu à oublier de Memphis, mais c'est le poste auquel il a été formé, c'est le poste auquel il s'est révélé, c'est le poste auquel on l'a recruté même au début à l'Olympique Lyonnais, et c'est le poste auquel il évolue désormais de nouveau aussi en sélection depuis que Koeman n'est plus sélectionneur. Il est repassé ailier gauche dans la formation néerlandaise. Et j'ai l'impression qu'on a intérêt aussi à copier de nouveau ça, en particulier avec notre carence au niveau des ailiers dans notre effectif. C'est vrai que c'est Il notre jouait seul plus véritable allié. avec les Pays-Bas. Je regarde pas les matchs des Pays-Bas, c'est une question purement... Alors apparemment, la dernière trêve internationale, il aurait joué effectivement ailier gauche. D'accord, ok. Bah pourquoi pas. Plus que Ah oui, pourquoi bien pas. sûr, ailier gauche, attaquant intérieur, Olivinho, évidemment. Mais Ça reste mes Memphis. positions, niveau position, je veux dire, pas niveau rôle, niveau position, ailier gauche. Clairement. Ah oui, il jouait avec Luc de Jong, du coup, un peu dans un rôle de point d'appui, qui jouait dans l'axe, du coup, et Memphis était un peu sur la gauche, ouais. Et je pense on va pouvoir lancer le sondage pour la note de Memphis pour le chat. Quel range on prend pour le capitaine? Entre 7 et 9, hein. Ouais. Chips. Non, chips. Chips. Allez, plus personne parle, tout le monde est chipsé. Il y a que moi qui ai le droit de parler. J'ai pas la ref. Genre, tu connais pas le chips. Mais je connais vraiment pas.
le sondage est disponible dans le chat. Vous pouvez tous voter évidemment pour votre note pour le capitaine. Et non, je ne connais pas le chips. Je suis désolé. Je te déchipe, SJ. Hein. J'étais en train de Tu faire- vois, le chat est d'accord avec moi quand même. Hein. Genre, Ah, ne honteux, pas connaître le honteux. chips. Voilà. Je connais même pas de nom en plus. Ah, on est ensemble, voilà. Je suis pas tout seul. Non, je ne connais pas. Je ne connais vraiment Je pas. vote pour 8,5 moi personnellement. Pour notre ami Memphis, c'est parmi, je pense, le premier top du match peut-être, ou le deuxième du moins, mais très très bien. Très très Bah, bien. il Memphis ce soir. il claque Je crois qu'on un... était un peu contre Lens, donc dernier match de Ligue 1 de Memphis. On était tous complètement agacés de sa prestation qui était vraiment ratée. C'était vraiment pas un Memphis qu'on attendait contre Lens, qui était sans doute aussi un petit peu éreinté de la trêve internationale où il avait beaucoup joué. Ce soir, très bien. On a retrouvé un Memphis à l'endroit et des pieds en or, donc bravo. Bravo. Et quand même une question, pourquoi tu n'étais toujours pas follow à Kawhi? Si, il était follow, je pense, mais genre, Il était il s'est follow? barré Ok. pour dire, Incroyable. que c'est pas normal de pas connaître le chips. Incroyable. Tout de même. Pour l'instant, vous êtes sur un 8,5. Il y a le 8 qui revient un petit peu. Hein. C'est un 7 voix pour le 8,5, 5 pour le 8. Hein, une voix pour le 9. Mais je pense qu'on va mettre 8,5 qui, je crois... Non, il a déjà eu 9, je crois, Memphis, cette saison. Ouais, Lui, il a dû claquer un triplé. C'est son 9. Il a claqué un triplé, en effet. 9 qui a été la meilleure note qu'on a pu attribuer à un joueur dans l'ensemble de l'association football, et c'est donc le 8,5 qui l'emporte. Je suis d'accord pour le 8,5, moi. Qui le classe évidemment dans les tops du match, évidemment avec une note pareille, avec un doublé. C'est évidemment C'est bien sûr un de mes tops personnels aussi, Memphis. Et mon second top personnel, je vais enchaîner, c'est Maxence Cacré. Maxence Cacré Maxou. qui... mon petit Maxou qui a été tout simplement énormissime. Un mini N'Golo Kanté qui a ratissé tout ce qu'il pouvait ratisser, qui défend en avançant, qui est l'impact player de l'Olympique Lyonnais au milieu de terrain quand il s'agit de déclencher un pressing. Il a aussi eu des très très bonnes sensations ballon au pied avec souvent c'est lui qui initiait les très belles séquences d'enchaînement de jeux en une touche de balle. Souvent, il était dedans, souvent elles étaient même initiées par lui et souvent les combinaisons et les trajets des passes passaient par Maxence Cacré. Ce soir, c'est une grande réussite. On ne peut pas se permettre de le sortir de notre 11 et je ne comprends même pas comment on a pu se permettre de ne pas l'avoir titulaire largement plus de fois cette saison. J'espère que le match de ce soir aura fini par convaincre Rudy Garcia. Si ça ne l'a pas fait, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Mais en tout cas, rien que le fait de l'avoir vu jouer les 90 minutes ce soir et de ne pas être sorti en cours de match comme il l'est souvent, me laisse rêveur pour la suite et me laisse de gros espoirs pour revoir Maxence Cacré titulaire dès la semaine prochaine. C'est de mémoire, c'est sa 14e titularisation. Alors je sais pas si c'est cette saison ou c'est en global dans l'effectif, mais en Ligue 1, oui, on parle en Ligue 1 évidemment, qui a créé pour moi même, gros boulot, que ce soit en récupération, mais aussi sur son point faible qu'on avait pu noter sur ses derniers matchs, c'est-à-dire qu'il perdait des ballons, sauf qu'il les récupérait après. Mais le fait qu'il perd des ballons, forcément, ça déséquilibre un effectif, une structure. Et là, il était juste en mode ratisseur, le N'Golo Kanté de l'OL, évidemment, qui a été monstrueux ce soir. 91% de passes réussies, comme le souligne Akaway. C'est... Et très peu de ballons perdus. Hein. Pour aller énormément. dans ton sens, seulement 8 ballons perdus ce soir. C'est ça. C'est très très fort. Et ça fait énormément de bien à l'OL de se tourner vers l'avant. Et on a besoin de ce joueur. Il doit jouer, tout simplement. Tout simplement. Je vais lancer la note pour Cacré. Pareil entre 7 et 9. Hein. Entre 7 et 9.
Hop Oui, là. oui, oui. Et surtout, ce qui est génial avec Cacré, c'est qu'il fluidifie le jeu. En fait, le jeu n'est pas du tout ralenti en fait quand il passe par lui. C'est ça qui est vraiment très 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 intéressant, c'est qu'il lâche son ballon en fait assez vite après avoir justement orienté son corps pour avoir une situation de passe facilitée. Et c'est quelque chose qui détonne un peu avec un Mendes qui parfois est un peu lent Mm. avec le ballon. Là, avec Cacré, c'est vraiment ça dépote et c'est très très agréable à voir, je trouve. Bah, Mendes va plus avoir un rôle de distributeur en mode pour le U, tu vois. Alors que Cacré va avoir la volonté, en plus de la récupération, qui est son point fort et puis aussi ce pourquoi il est à ce poste, mais elle va avoir la volonté de casser vraiment des lignes et de porter l'équipe vers l'attaque, vers une offensive. Et ça fait énormément, énormément de bien. Je trouve aussi que Cacré est assez complémentaire avec Guimaraes, parce que Guimaraes, lui, a un léger défaut, on va dire, c'est qu'il est très lent en termes de course. Et Cacré compense vraiment cette petite, on va dire, défaillance de Guimaraes par un replacement vraiment très rapide. À chaque fois, dès que l'OL perd le ballon, t'as tout le temps Cacré qui se projette vers son camp, du coup, pour récupérer le ballon en poursuivant le porteur. Donc c'est vraiment les deux se combinent vraiment très bien, je trouve, sur le terrain. Bien sûr. Donc pour l'instant, vous êtes sur un 8,5 quasi. Allez, à 2 voix près, vous êtes beaucoup. J'allais dire unanime, mais un bon 80% pour 8,5, ce qui est performance équivalente à Memphis qui a mis un doublé. Ce qui prouve encore une fois hein, l'importance de ce joueur au sein de l'effectif et surtout dans ce match. Et d'ailleurs, je vois que vous soulignez dans le chat, à raison, vous avez très raison, de souligner le nombre de kilomètres parcourus par Maxence Cacré, donc qui a probablement été énormissime. Et au-delà de ça, c'est même le nombre de kilomètres qui a été parcouru par l'ensemble de l'équipe. Moi, quelque chose que j'avais remarqué et que j'avais noté, je pense que j'en avais parlé en live à l'époque, lors de la bonne période de l'Olympique Lyonnais en fin d'année 2020, c'était qu'on parcourait en moyenne, sur l'intégralité de ces matchs-là, 2 ou 3 kilomètres de plus à chaque fois que nos adversaires. C'est quelque chose qu'on avait complètement perdu en 2021, vraiment complètement perdu, et c'est quelque chose qu'on a retrouvé ce soir, parce que ce soir, on est, je crois, à +3 ou +4 kilomètres parcourus par rapport aux joueurs d'Angers, et c'est aussi là qu'on a retrouvé ce soir une équipe qu'on n'avait plus vue depuis, comme je le disais, la fin de l'année 2020. Et ça se voit aussi dans ce genre de chiffres tout bêtes, mais qui viennent illustrer aussi l'implication et l'intensité qui est mise par les joueurs dans un match. La performance sportive fait la différence. Je suis pas celui qui va te dire que tout doit être basé sur les courses, hein. Que personne ne me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est un indicateur qu'on a retrouvé ce soir et étonnamment ce soir, c'est un des premiers matchs un petit peu aboutis de 2021. C'est vrai. Voire même le premier. Il y a le derby aussi qui était bien. Ouais, on va dire. Ça reste quand même un match spécial, isolé, limite. Oui, entre, oui, ah bah oui. c'est ça. Il y avait une L'exception qui motivation confirme la supplémentaire. règle. Exactement. Mais j'espère en tout cas que ça va permettre à l'OL d'engranger suffisamment de confiance pour continuer sur ce rythme-là, que ce soit sportivement ou même avec ce nouveau système, tactiquement, pouvoir faire la différence. Ça va être très important pour la fin de saison. On sait que Garcia aime lancer des séries un peu à retardement. Comme au début de saison, il avait dit non, mais on attend la fin du mercato quand même pour pouvoir gagner. Là, bon. Sachant qu'il y avait Pareil, 4 matchs dans le mercato quand même, hein. Oui, c'est ça. Là, pareil, c'était la banderole, c'était quoi? C'était 11 matchs, 11 finales ou 10 matchs, 10 finales? 10. Là, il a quelques matchs de retard et il y a un mode déphasage. Mais en espérant que ça lance une belle série pour le club. À confirmer dès dimanche prochain contre Nantes, hein, parce Eh qu'après, oui. il y a
il y a une série, un peu une zone de turbulence que l'OL va D'ailleurs, rencontrer avec je Monaco en quart de finale de Coupe de France, puis Lille, puis re-Monaco en Ligue 1, ça je va me être permets, d'ailleurs de rebondir sur ce que tu viens de dire. Soyez là la semaine prochaine contre Nantes. Voilà, je pose ça là, soyez là. Voilà. Il y Ça aura un peut être petit... intéressant. il y aura un petit truc. On ne On vous va dit pas en dire rien. plus, mais ça peut être intéressant, quoi. Voilà. Notez-le dans votre calendrier, 23:00, 23:00, 1 heure à peu près, donc le 18 le 18, c'est à noter. Voilà. Yes, le 18 avril. Ce sera quand même plutôt bien. En tout cas, je l'espère. Du coup, quel troisième joueur pourrait-on aligner? En tout cas, dans les tops, même si je pense on, enfin, Moi, je on peut. dirais Paqueta quand même, Je dirais Paqueta aussi. Il a, en plus de son but et de sa passe décisive, euh, le but de Memphis, c'est sur un loupé incompréhensible sur le poteau into 3 rebonds into sur Memphis. Il a ouais, c'est un gros village à ce moment-là. Paqueta, c'est un milieu de terrain qui marque beaucoup quand même. Il est assez tourné vers l'offensif et encore une fois, il est sur cette régularité d'apporter à l'OL, que ce soit en récupération de balles, en conservation et en décalage. Les différences que Paqueta fait sur ce match et sur même le dernier match de Coupe de France, c'est 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 le, c'est le joueur dont on avait besoin pour compléter le trio offensif, même s'il a quand même été beaucoup renouvelé, qu'il n'y a plus trop qu'à dévorer. Mais et FJ, élément tu clé. disais Ouais, il y a point faible trop fort. 3-4 jours il y a 3-4 jours qu'il avait aussi débloqué cette faculté, cette capacité à marquer plus de buts. Parce que c'est vrai qu'il avait mis un petit peu de temps à marquer son premier. Ensuite, il y avait eu aussi un petit peu de temps entre le premier et le deuxième. Mais depuis ces quelques derniers matchs, un petit peu d'ailleurs depuis la période où l'Olympique Lyonnais a été catastrophique, et bah, Paqueta, c'était le seul à surnager et c'était le seul qui allait mettre des buts, c'était le seul qui allait faire des passes D. Et dans le chat, je vois une très bonne statistique, sur Paqueta qui a été relevée, c'est qu'il est impliqué donc apparemment sur 8 des 9 derniers buts de l'OL avec 5 buts et 3 passes D. Heu, Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, étant donné le gros impact player qu'il est Mm. depuis quelques semaines à Lyon, et c'est le seul qui surnage dans un collectif qui était, aux abois ces derniers temps, et c'est très, très bien de constater qu'il est encore présent, même ce soir, dans un collectif qui a répondu bien mieux sur le terrain. Parce que des fois on a ça, hein. Des fois on a des joueurs qui sont très bons quand l'équipe n'est pas très bonne, et inversement des joueurs qui, sont très bons que quand l'équipe est très bonne. Et là, on a l'impression que Paqueta, bah, justement, il passe à travers les mailles du filet, et peu importe comment est l'équipe autour de lui, il sera toujours bon. Et donc c'est super précieux ce genre de joueur, et c'est un joueur autour duquel, on sait qu'on va pouvoir construire à l'avenir, Mm. c'est très rassurant. Quelle bonne pioche, au mercato. Mais Et Brinks, il d'ailleurs, dit que c'est le en seul jeu, qui fait une saison pleine, le seul joueur. Je pense être plutôt d'accord là-dessus. Alors peut-être Lopez, Marcelo. Marcelo Marcelo et De Nayer même qui font une saison. Plus saison- Marcelo. Ouais. Bah surtout par rapport à son passif de l'année dernière, à la fin avec l'embrouille des supporters, le fait de son retour sportivement et en dehors du terrain, de détester à adorer, c'est Grande Marcelo. C'est vrai. C'est vrai que oui, c'est depuis un 2020, gros je crois que cadre. Marcelo est vraiment très, très régulier. Mm. Justement, c'est vers janvier, je crois que l'embrouille un peu avec les Mmh, supporters mmh mh. s'était un petit peu calmé, et depuis, Marcelo très, très solide, depuis qu'il est sur le terrain. Il y avait eu d'abord les prémices un peu d'une défense à 3 contre la Juve au match aller, donc on était encore en février ou en mars, je crois, de 2020, pardon. La fameuse défense à 3. Ensuite, Final Eight très, très bien.
Et là, saison 2020-2021, pareil, très, très stable, très régulier, Marcelo, vraiment bravo. Mmh. C'est à noter. Et du coup, juste pour revenir un instant sur, Paqueta, je crois que tous ses buts ont été inscrits dans le jeu, ce qui est aussi une performance à souligner parce qu'il y en a Mmh, d'autres mmh, comme, mmh. par exemple Memphis ou Aouar qui ont beaucoup scoré aussi via des pénaltys. Paqueta, le mérite un peu de marquer tous ses buts, dans le jeu, que ce soit en récupérant un peu des erreurs des adversaires ou, en ayant réussi avec ses partenaires à construire des buts, heu, en partant de rien, donc Mmh. Et c'est aussi quelque chose vous à avez le souligner. sondage hein, de la note de Paqueta. J'ai mis une range de 7 à 9. Je pense qu'elle est plutôt pertinente. Et Je lui mets très vite, moi. Moi, j'ai mis 8 aussi, je suis très 8. d'accord avec ça. On va avoir quand même un très beau trio de top ce soir, hein, avec un Oui. Memphis qui a mis un doublé qui aurait 8,5, un Cacré qui a été omniprésent au milieu qui aurait 8,5 aussi, et un Paqueta qui est bien parti pour avoir 8. Ça fait une très, très belle moyenne, de 8,33 si je dis pas de bêtises. Sur les 3, ça fait plaisir de retrouver un trio de top, aussi beau, hein, faut tout Mm. simplement. et C'est ça. C'est pas des et tops voilà. par défaut, c'est vraiment des tops parce qu'ils ont été les meilleurs ce soir. C'est ça, tout à fait. Avec aussi une petite mention spéciale pour Slimani, pour Guimarães et aussi pour, la charnière centrale, Mm. je trouve qui ont été tous, au haut niveau. Et puis Lopez aussi, même si on l'a moins vu parce qu'il a eu que 3-4 tirs cadrés à gérer, mais qui a été irréprochable aussi, c'est aussi sympa de le noter et de souligner, voilà, quand il est, Mmh mh. irréprochable comme ce soir, Ça parce que mérite. justement le premier arrêt qu'il fait, la frappe de Bauken, et j'aurais pas été étonné du tout qu'elle termine au fond, hein. Mm. Non, non, c'était un match solide en effet, enfin, il a bien rassuré ce soir. C'est quelque chose qui parfois lui fait un petit peu défaut, je trouve. Et non, ce soir, c'était vraiment vraiment convaincant, il était sur les ballons, les quelques ballons qu'il fallait aller chercher, il est allé les chercher, il a rassuré sa défense, et Mm. c'était un bon match, s'il peut nous terminer sa saison sur cette dynamique-là, grand bien nous en fera, et il nous rapportera quelques points d'ici la 38e journée. Parce que ça paraît anecdotique tout ça, mais sur la fin du championnat pourrait se jouer à la différence de but, donc pas forcément avec le PSG qui est nettement devant les autres, mais Lyon a je crois, +3 par rapport à Monaco, -2 par rapport à Lille, donc ces 3 équipes-là se tiennent un petit peu en termes de différence de but. Si l'OL réussit à ne pas du tout encaisser, du coup, grâce à un Lopez et une charnière centrale, exemplaire, ça pourrait aussi être un facteur de différence, Mm. dans le classement final, parce qu'il suffit de se retrouver à égalité, donc avec Monaco, c'est quelque chose qui est probable. Et ben, si on passe devant grâce à la différence de but, on pourra être très content justement du trio un peu Lopez plus la charnière centrale qui défensivement, sont importants. Mm. Justement là où, par exemple, nos latéraux ont des carences défensivement, hein, surtout Cornet et Dubois, c'est quelque chose comme ça là qui est important aussi de noter. Bien sûr. Et puis le trio Lopez, Marcelo Denayer qui fait partie du court terme, mais aussi du moyen terme avec la saison prochaine où c'est quasi sûr hein, que je l'espère. Parce que Denayer, s'il fait un vrai euro bien, bien musclé avec la Belgique, il y a moyen qu'il y ait quelques clubs intéressés. Oh, il va Mais prolonger là, mais je donc pense qu'il va ça devrait le faire. prolonger. Ouais. Surtout que Denayer, depuis qu'il est arrivé, il le dit, hein, qu'il est à la recherche plus de temps de jeu, mais en mode régularité. Et c'est ce qu'il a réussi à trouver à l'OL avec, Mmh avec mh. une titularisation et un poste vraiment de joueur clé, joueur très très important. Il devrait prolonger normalement. On croise les doigts parce que quand c'est pas fait, tout peut arriver, mais ça présage de belles Oh, photos avec un maillot j'ai bon 2024. espoir. J'ai Mm. bon espoir parce que Juni, il communique pas pour rien dire. Juni en a parlé, Denayer a confirmé en conférence de Oui, presse il y c'est a vrai. il y a il y a 3 jours. J'ai quand même très, très bon espoir que ça se fasse dans les prochains jours, les prochaines semaines au maximum. C'est un dossier qui devait être réglé, et je suis très content que le club en ait été conscient et qu'il règle ça avant l'été. C'est une bonne chose pour un joueur
qui était en fin de contrat dans 14 mois. Mmh. C'est voilà, emballer, c'est peser. Denayer va rester et Denayer pourra continuer de faire les beaux jours de l'Olympique Lyonnais, voilà, Ouais, pour partir sur un 4-1 en rime, de mon côté. Je trouve que c'était pas mal, l'enchaînement était sympathique et peut-être qu'on va passer un petit peu sur nos flops. sur les petits flops. Ah, j'ai pas de stats Qu'est-ce avant que aussi, messieurs. je t'en prie. Donc ça nous vient de Optagen, évidemment, on n'invente rien ici. C'est pas médecine, non? Avec 64 points, l'OL est la première équipe à figurer hors du podium malgré au moins 64 points en 32 matchs, donc moyenne de points de 2 par match, dans l'histoire du championnat en Ligue 1. Dans À ce l'histoire, stade de hein. la compétition, Putain. c'est la première fois qu'un club, du coup, avec autant de points n'est pas sur le podium. Eh ben, Ce qui souligne un peu le propos qu'on tenait ouais. en début de stream, justement, où cette année, on est bien parti justement pour battre le record de points pour un quatrième, que ce soit l'OL, mais ça peut être aussi d'autres équipes du top 4, Mmh. qui est du coup de 78 points, sachant que l'équipe qui a le moins de points actuellement, c'est l'OL avec 64, et il reste du coup 6 matchs, donc 24 points possibles à prendre pardon, 18 points, c'est mieux, Mmh. à prendre pour ces 4 équipes-là. Je mets une petite pièce quand même sur le record qui sera battu cette année. Mais je l'espère. Ça voudrait dire que l'OL a bien fini la saison, et alors, même si, si, s'ils gagnent tous leurs matchs, on est quand même dépendant des clubs de devant, mais Bah, si l'OL enfin, gagne tous ses matchs, techniquement, il y a Monaco au moins qui passe à la trappe. pourquoi au moins? Ah oui, oui, Parce oui, qu'on parce les qu'il y a gagne, des parce qu'on confrontations les gagne. directes, évidemment. 3 si on les affronte. Évidemment, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est Moi, je important suis quand même. content si l'OL gagne les 6 derniers matchs qui restent. Ça signifiera aussi qu'on a battu Lille, donc Bien sûr, ça me plairait beaucoup. c'est vrai, clairement. Et donc, les flops, tu voulais en aborder quelques-uns, Ferrand? Bah, quelques-uns, Ou ça quelqu'un? fera peut-être beaucoup pour ce match. Alors, moi j'ai que Cornet en tête et c'est pas le plus gros flop, qu'il a été, hein. Il a été bien pire que ce soir, mais j'ai trouvé quand même que ça passait énormément de son côté. Il y a eu des très, très gros soucis de placement, hein. Il était très souvent en retard. Alors quand il était au contact, ça allait. Cornet en duel, ça va. C'est pas ça le réel problème, de Cornet, c'est vraiment le placement initial et notamment sur les contres. Quand ça part en contre, Cornet, il est aux pâquerettes, hein. Heu, il est pas aligné, il est collé dans l'axe, il était vraiment très, très, très axé ce soir alors que c'est un poste de latéral gauche. Mmh. Et il a eu tendance à jouer presque comme un troisième défenseur central par moment et c'était un problème parce que, bah, étant donné qu'il jouait comme un troisième défenseur central, sauf qu'il y avait pas d'autre latéral gauche, pour boucher le trou, à ce niveau-là donc il y a vraiment eu des gros soucis sur cette aile droite et pas mal de boulevards laissés dans son dos. Bon ça a pas, porté à conséquence mais je repense à certaines situations angevines qui, auraient dû être mieux utilisées. On a eu la chance que ça n'a pas été le cas ou que Lopez fasse des arrêts ou que, les Angevins finissent par tirer à côté. Grand bien nous fasse, mais bon, c'est quand même à noter que, c'était pas forcément l'assurance tout risque. Mmh. C'était la zone de Fulgini d'ailleurs, le côté droit angevin, même s'il s'est baladé un peu comme Memphis sur tout le front un peu de l'attaque angevine. Mais ouais, Fulgini était beaucoup dans la zone de Cornet et on a vu sur certains moments que ça faisait la différence, hein. La connexion Fulgini pour Baoken, heu, donc Baoken jouait dans l'axe mais se déportait un petit peu côté droit et Fulgini Mmh pareil. mh. Mmh. Cette connexion-là a fait plutôt mal, pour les Angevins, ça a fait plutôt mal à l'OL. C'est vrai. Il y a eu 2 tirs, je crois, qui viennent de Baoken et la personne qui lui fait la passe, je crois que c'est Fulgini ou quelque chose comme ça. Et puis un tir de Fulgini aussi, je d'ailleurs, j'étais surpris de voir Baoken sortir. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est une relation entre les 2 qui fonctionnait pas mal.
J'aurais plutôt sorti, les 2 autres, hein, qu'il a sortis aussi, mais pour moi, j'aurais laissé Bahoken. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, Fulgini, bon, je vais pas revenir dessus, mais, Fulgini, talent, très, très, très gros talent. Peut-être un petit peu trop pour Angers. Avec tout le respect qu'on doit à Angers, hein, mais c'est pas un joueur qui va rester longtemps là-bas, je pense, et je lui souhaite de continuer sur cette lancée-là parce que j'aime beaucoup son style de jeu, son esthétique balle au pied. Il sent les coups, il fait les passes au bon moment, il frappe quand il a pas d'autre solution et quand c'est le sens du jeu. Vraiment, un des joueurs par lesquels j'ai été le plus impressionné, cette saison dans les équipes dont on n'attend pas à être impressionné par un joueur, en Ligue 1. Et Fulgini, en plus, il détonne un peu, je trouve, dans cette équipe angevine. Tout à fait, ah bah oui, il Il a dépeint un petit peu, hein. de déménageur, si je puis me permettre. Et Fulgini, c'est un des seuls un peu qui a cette élégance-là, je trouve. Donc c'est à noter. Angers qui a quand même un calendrier assez chargé, hein, qui va affronter Rennes, puis Paris, puis Monaco, puis Lorient qui joue le maintien, Dijon, bon, qui va finir en Ligue 2, et finir Marseille, puis Lille. Bah, c'est dommage. Moi, ça m'embête parce que Angers, c'est un poids mort sur cette fin de saison parce qu'ils sont déjà sauvés et ils ont rien d'autre à aller jouer, donc c'est vraiment, c'est un adversaire inutile. C'est un adversaire contre lequel, normalement, nos concurrents devraient gagner assez facilement comme nous ce soir. Mm. C'est un peu dommage. Pour les derniers matchs du coach historique, c'est le coach Moulin qui a, C'est vrai que qui Moulin après, va partir. après 10 ans de bons et Ouais, loyaux Loret qui part de services. Strasbourg Oscar. et Moulin qui part d'Angers, ça fait 2 coachs un peu historiques de leur Garcia club. qui part de Lyon, j'espère. Moulin plus Loret sur le marché, mettez des bouchons d'oreille à Jean-Michel Aulas, hein, s'il vous plaît. Non, non. Ouais, imagine un Thierry Loret à Lyon. Non, parce que Une conférence de presse eux, je endiablée. suis persuadé que ça ne viendra pas à l'idée de Jean-Michel Aulas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas cette, alors c'est un jugement, à la con, hein, mais je suis persuadé que ça rentre un petit peu en ligne de compte dans la tête de Jean-Michel Aulas. Ils ont pas cette façon de bien présenter. Je sais pas si vous voyez Cette ce que je veux présence dire? à la lyonnaise. Cette élégance à la lyonnaise. Tu un Garcia, on peut dire ce qu'il veut. Le gars, apparemment, il a fait un entretien de fou. Il arrive, il présente bien, quoi, hein, le Garcia. Même si au niveau ensuite des compétences, c'est pas ça. Le gars, il présente bien. Même un Gourvenec, le mec est éclaté, hein. Le mec il faut le laisser au Canal Football Club, c'est sa meilleure place. Mais Avec le maquillage il de présente Canal, bien. il présente bien, sûr. Il présente bien, le gars. C'est pas forcément le cas d'un Moulin qui est pas lisse et qui d'ailleurs a déjà critiqué l'Olympique Lyonnais en disant que lui, il viendrait jamais à l'Olympique Lyonnais parce qu'il a pas envie d'être en costard sur un banc de touche. C'est une citation, C'est hein, son de choix. Moulin. C'est son choix. Et Oh, le ensuite, Chelsea, quoi, c'est- et Loret qui est un petit peu aussi dans le même style, un petit peu bourrin comme ça. C'est pas des entraîneurs auxquels je pense que Aulas, enfin, je pense pas qu'il irait les chercher, quoi. Pas Je assez suis paillettes, tu veux dire? pas assez? Pas assez paillettes, les paillettes. Trop bourrin, ouais, trop franchouillard, tu vois? C'est un peu c'est le mot. Incroyable. Voilà, j'ai beaucoup plus peur pour un Vieira ou un Stéphane. Voilà, là effectivement, là ça me fait beaucoup plus peur. Laurent Blanc, il est au Qatar maintenant, Arturito, donc Ah, mais c'est justement, c'est réglé. discuter sur le Discord Football, tiens, retour sur la promo, d'une petite pige du coup de notre ami Laurent Blanc au Qatar, donc quelques mois, pour ensuite revenir sur le devant de la scène en Europe. C'est quelque chose qui pourrait être une possibilité. Donc, Alors, je sais plus où j'avais entendu ça, mais je crois qu'il y aurait peut-être au FC Porto des rumeurs de blanc là-bas, avec des accords d'agents, tout ça. Donc, Alors à moi voir. déjà j'ai un petit problème avec Blanc, c'est qu'actuellement Gasset est en poste à Bordeaux. Oui, après, vu les résultats de oui, Bordeaux. Gasset, justement, je crois qu'il va partir de Bordeaux, hein. Il y a quelque chose comme ça
qui fait que, enfin, en mode, c'est un peu la panique à Bordeaux en ce moment, et du coup, Gasset va peut-être partir parce que justement, lui, ça ne lui plaît pas du tout, tous ces, Oui, bah c'est pour ça qu'il était parti de Saint-Étienne déjà. Bien sûr. En retraite, on le précise. En retraite? que Comment Gasset ça, Bah, en retraite? il tout est jeune. parti de Saint-Étienne, Gasset, pour repartir à la retraite. C'était d'ailleurs, Non, son non, pas à la prétexte. retraite. Il est parti parce qu'il avait envie de partir. Il avait pas parlé de retraite, il avait parlé de prendre un petit peu de temps pour sa famille. Ça veut dire Ok. ton club me saoule. En Mais il avait traduction. pas parlé de retraite pour le coup. Ouais, Bah, ça marche. Galtier, choix numéro 5 de ma shortlist. Ah Ouais. bah allez, je vais faire ma shortlist. On est Allez, en fin de petite. live. On est Ouais, en fin de ouais. live. Ça C'est va, l'heure ça d'une shortlist. Numéro 1, c'est mon rêve absolu. C'est mon grand D Marcelo Gallardo. Il coche toutes mes cases. Et à ceux qui me disent j'ai peur du fait qu'il n'ait pas d'expérience en Europe, je répondrai à ces personnes-là. C'est justement parce qu'il n'a pas encore d'expérience en Europe qu'on peut se permettre de le tenter. Sinon, il serait carrément hors de notre portée et hors de nos moyens. Donc, c'est le moment ou jamais pour tenter un Marcelo Gallardo. ça, il voulait Pourquoi? d'ailleurs, Marcelo Gallardo à un moment. Hmm. Quand Ernesto Valverde a été viré l'année dernière, Hmm. Gallardo était parmi justement Oui. les entraîneurs qui étaient susceptibles d'être contactés par le FC Barcelone avant du coup notre ami Quique Sétienne. Et pourquoi Gallardo? Pourquoi? Parce que son jeu. Pourquoi? Parce que sa philosophie. Pourquoi? Parce que ses résultats. Pourquoi? Parce que il a pris un club qui était un club historique qui était à la dérive et il en a refait une machine à gagner. Pourquoi? Parce que il a joué, il me semble, 4 années en Ligue 1 et que donc il parle français, qui est très important, on le sait, aux yeux de notre comité exécutif, conseil d'administration avec Aulas bien sûr à la tête. Et c'est, le moment ou jamais. Il est en fin de contrat en décembre 2021. Il est en fin de cycle aussi avec River, où il a passé, comme je le disais déjà, pas mal d'années, 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. C'est le moment ou jamais et c'est le moment cet été. Donc ça, Cette c'était mon saison, numéro 1. Et du coup, il viendrait avec le staff de River Ah, à je sais l'OL. pas, j'espère parce que nous, on est tous en fin de contrat, tout notre staff est en fin de contrat donc Madsen qui dit que Gallardo est à 11 titres en 7 ans à River. voilà. Ce qui est Voilà, quand même énorme. ça ne fait que confirmer mon développement et mon argumentaire. Merci Mm. pour les statistiques un petit peu plus précises encore. d'Argentine, il me semble, Gallardo, c'est le seul titre qui lui manque, il me semble. C'est un peu le seul petit point noir un peu à son tableau pour le moment. Mm. Point noir. Bah, de ne pas avoir gagné un championnat en 7 ans, quoi. Mais sinon, oui, il y a alors il y a l'équivalent de la Ligue Europa, du coup, avec la Copa Sudamericana, tu as la Copa Libertadores qui est Ligue des Champions. la Ligue des champions, du coup, sud-américaine qu'il a gagnée 2 fois, il y a la T'es Recopa sûr qu'il a sud-américaine. je suis à peu près sûr qu'il a gagné un championnat, hein. Non, non, il a pas de On il a a... tout sauf ça. Avec plusieurs OK. coupes, plusieurs super coupes d'Amérique du Sud, mais il lui manque un championnat, en fait. Madsen C'est évidemment justement qui est en train de vérifier. Hein. les gros clubs, c'est un peu ce pourquoi tous les gros clubs européens ne sont pas encore forcément Sur sur lui. ces traces. Mm. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu leur Après, faut se remettre aussi en c'est un truc qui a avancé pour justifier ça. faut se remettre en prévision l'état dans lequel il récupère River Plate, hein. C'était plus une équipe qui gagnait, c'était une équipe d'ailleurs qui il me semble, si je dis pas de bêtises, avait fait un tour en D2 ou en tout cas était très proche de la relégation, à un moment avant qu'il reprenne le club et il en a refait un club qui gagne. C'est un club historique, c'est un club qui doit gagner et Marcelo Gallardo a su redresser cette situation. Et du coup, est-ce qu'il viendrait genre 6 mois avant la fin de la saison vu que c'est pas Ah bah oui, les mêmes il périodes. faut. C'est en 2012 que le club est revenu en première division argentine. Voilà, c'est donc Mm. c'est 2 ans avant la prise de fonction, Et Reizo qui dit on lui dit de prendre Montiel dans ses bagages aussi. Évidemment, bien hein, sûr, ça mais sera tout à dans le fait. contrat, Mais c'est un argument supplémentaire. bien sûr. C'est un argument supplémentaire pour Gallardo et Mm. et inversement aussi pour Montiel. Et Donc je pense que voilà. Juni l'a un petit peu pré-shot.
Je l'espère en tout cas. Mais ça Ah, me. et du coup, on fait le choix inverse. Oui, tout à fait. Ah bah il faut qu'il voyage un petit peu du bois. C'est un Du coup, international français ensuite, quand même. Du coup, en numéro 2. deuxième proposition. Numéro 2, ça va surprendre Numéro 2. personne. On l'annonce à Lyon depuis 5 ans. C'est Lucien Favre. C'est quelqu'un qui parle français, c'est quelqu'un qui a prouvé en Europe, c'est quelqu'un qui a une réelle philosophie de jeu Mm. et c'est quelqu'un qui sait faire jouer et développer les jeunes. Donc c'est quelqu'un vers qui Lyon devrait se tourner, au moins l'avoir dans la shortlist de manière assez logique, il C'est me vrai. semble. Et d'ailleurs, un argument supplémentaire peut-être, qui est pas forcément intuitif pour notre ami Lucien Favre, c'est un peu la raison pour laquelle il s'est fait, limoger du coup de Dortmund, qui pourrait du coup, être paradoxalement une bonne chose pour l'OL. À Dortmund, on lui reprochait son côté un peu effacé, où il était jugé un peu trop tiède, trop tranquille, là où justement les fans de Dortmund ont un comportement et une exigence qui est semblable un peu à celle des Marseillais en France, donc terre de foot où c'est vraiment très avec une grosse ferveur et tout. Il lui reprochait justement à Favre d'être beaucoup trop effacé, qui à l'OL par contre serait quelque chose de plutôt, bien vu, puisque justement on a vu que Aulas lui n'aime pas avoir des coachs qui Mm. Qui prennent trop la prennent de la casquette, place. qui lui font un peu de d'ombre, donc ce serait peut-être aussi Mm. un argument sur justement pourquoi Aulas aime bien Lucien Favre. Et au-delà de ça, c'est un entraîneur francophone qui est peut-être le seul entraîneur francophone, enfin, dont la langue maternelle est le français, encore au-delà de Marcelo Gallardo, hein, qui a prouvé en Europe. Qui a prouvé en Europe et qui a un réel bagage, à ce niveau-là, avec plusieurs postes et plusieurs expériences à son actif et une réelle reconnaissance, de son travail à Mm. une échelle européenne et notamment la Ligue des champions. Et Donc prêt tout de voilà. suite, comme nous dit Olivinho, ouais. Oui, bah, bien sûr, Mm. bien sûr, bien sûr. Ensuite, numéro 3. Numéro 3, Numéro 3. c'est plus compliqué et je sais déjà qu'on ne se tournera pas vers lui. Enfin, en tout cas, c'est mon intuition. Donc c'est un numéro 3 qui m'est personnel et qui, je pense, ne sera même pas envisagé par la direction. C'est Roberto De Zerbi, Ah bah tiens, entraîneur de Sassuolo, qui a réussi à maximiser le potentiel de son effectif d'une manière vraiment extraordinaire. Il est arrivé à Sassuolo en 2018 et cette saison Sassuolo qui réalise une très grande saison dans une Serie A qui est devenue très compétitive, hein, parce qu'il y a vraiment 5-6 locomotives en Serie A qui sont très importantes et bah, Sassuolo, c'est l'équipe qui arrive derrière ces locomotives-là, avec un jeu léché et avec une communication de De Zerbi. Ça fait quelques mois que je suis attentivement ces déclarations de conférences de presse qui moi me fait rêver quoi. Quand on entend nous, des communications du genre, il y avait du vent, le terrain était pas bon, C'était du synthétique, ça doit les être ça. supporters sont pas gentils, voilà et que j'entends la communication de De Zerbi et bah, franchement, moi je demande à ce qu'on parle foot en conférence de presse avec ce monsieur, hein. Tu peux donner un exemple concret d'une phrase que Deserbi pourrait dire? Là, je j'ai pas forcément d'exemple concret en tête, mais Des Zerbi, c'est par exemple un gars qui, quand il était deuxième de Serie A, il a dit, des trucs du genre, «Bah, moi, on est deuxième, c'est très bien. On fait le jeu que j'ai envie de voir, c'est très bien, mais bah, ça veut dire tout simplement que la semaine d'après, j'ai envie qu'on continue». J'ai envie qu'on continue de voir ce jeu. J'ai envie qu'on continue d'aller chercher des victoires. La deuxième place, c'est déjà exceptionnel pour Sassuolo, mais si on continue, eh bah, ne nous privons jamais de rêver et de rêver à une première place. Bon, ça s'est pas passé comme ça finit toujours par se rééquilibrer un petit peu avec les très gros cylindrés, comme je l'ai dit en Serie A, mais c'est une mentalité, qui fait rêver, quoi. Depuis quand on n'a pas eu cette mentalité-là à Lyon? À Lyon, depuis 6 ans, c'est genre, l'objectif, c'est d'être derrière le PSG C'est de se et plus la contenter sai de ce qu'on a. et plus les saisons avancent
enfin, plus on avance au cours d'une même saison, plus on se dit: «Oh bah, déjà si on a la troisième c'est bien. Après, oh bah, déjà si on a la quatrième c'est bien», blabla, 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 avec des objectifs comme ça qui au cours d'une saison, vont toujours décrescendo. On ne sait pas pourquoi, mais on arrive à une septième place l'année dernière où on est capable de nous dire: «Ah bah, l'objectif a été rempli». Ça c'est encore autre chose. Melson qui a mis quelques citations de Zerbi, je cite donc: le football n'est pas un simple sport, c'est aussi un moyen d'exprimer son caractère. Et puis concernant le travail à faire pour réussir, lorsqu'une femme va chez l'esthéticienne et qu'elle se fait enlever les poils à la cire, c'est beau ensuite, non? Sauf que sur le moment, eh ben ça fait mal. Alors celle-là, elle est légendaire comme tu dis, Olive. Surtout aussi un argument qui est très, je trouve, crédibilisant pour notre ami du coup Robert de Serbie, c'est qu'il a été invité à tenir un séminaire virtuel à des entraîneurs et des scouts de la Masia, donc du centre de formation du FC Barcelone, justement comme reconnaissance un peu d'un coach qui est fan du coup d'un jeu de possession, tout ça. Mmh, Donc je pense aussi c'est quelqu'un intéressant. qui est crédible sur le plan du coup sur le plan on va dire de technique de l'entraîneur. Et Donc, d'un point de vue contractuel, il est en fin de contrat ou alors Alors je sais pas du tout, je suis aucune il est pas pas idée. loin sûr de ça. de son contrat, il me semble. Ok, donc s'il lui reste sur un an, ça devrait pouvoir aller se débaucher. C'est Ok, quelque chose comme ça, ça ouais. marche. On passe au Mais c'est ça, mais quatrième. voilà, Robert de Serbie. Le quatrième de mémoire, c'était Galtier, hein, Non, non? Bah, je c'est t'en mon prie, pas cinquième. le. Ah, Alors, le spoil pas. quatrième, c'est qui? Mon quatrième, c'est, on passe du coup dans la sphère des Français, c'est-à-dire à partir du quatrième choix, on passe plutôt dans des choix si on est en Europa League, en gros. Ah, je Un crois petit savoir qui. Gourvenec au Camboiré, là. Mon quatrième choix, c'est notre Olivier Dalloglio, Oui, qui mérite d'avoir enfin sa chance dans une vraie équipe, avec des moyens, avec un effectif complet et avec des joueurs, de talent de base, hein, qu'il n'a pas à développer, lui de son côté. Si en plus il peut venir avec le petit Fèvre, c'est avec un très grand plaisir que je l'accueillerai dans l'effectif Mm. et non, bah, Dalloglio, c'est des résultats avec des équipes comme Dijon, c'est des résultats avec des équipes comme Brest. Alors on voit Brest en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est quand même une équipe qui doit aller assurer son maintien et c'est quand même une équipe qui, malheureusement, peut faire, des boulettes, bah, exactement comme on l'a vu, quand on a gagné, contre eux, hein. Les 3 premiers buts, qu'on met et qui nous permettent de mener 3-0 à la mi-temps, c'est 3 buts qui viennent aussi de 3 erreurs de l'arrière-garde brestoise. 3 erreurs qui ont été Mm. faites tout simplement parce que l'arrière-garde brestoise essayait d'appliquer mot pour mot les préceptes de Dalloglio, qui sont des préceptes qui me plaisent, des préceptes de relance propre, des préceptes de jeu, de jeu de pas forcément un jeu de possession, mais un jeu d'attaque rapide, moi qui me plaît beaucoup et c'est un entraîneur qui pour moi mérite d'aller voir un petit peu plus haut que, les équipes, données, dans le bas du tableau au début d'une saison. Mm. Ça Et par ressemble rapport. un peu comme, celui de Hubert Fournier en 2000, fin de saison 2013 du coup. Mon entraîneur préféré des années 2010, Hubert Fournier. Ouais, Hubert Fournier justement qui est arrivé, du coup à l'été 2014 je crois, oui, qui avait fait du coup une saison 2014-2015 qui était un peu une saison un peu sensation, c'était un peu la sensation de la décennie un peu 2010, pour l'OL avant du coup de se faire virer, je crois que c'est le jour de Noël de 2015 du coup et puis on a eu, El Famoso Bruno Genesio, pendant 3 ans et demi après. On s'en souvient comme si c'était hier. Et Et ça me fait penser à ça quand on parle de Dalloglio justement, c'est ce coach qui vient d'un club qui est nettement, en dessous de l'OL et qui est dans le même championnat, justement. par le mérite, il monte en D'accord, grade. Mm. Melson Fournier qui a. un petit peu avant Noël et du coup c'est Genesio qui est nommé le jour de Noël, d'accord. Madsen qui confirme, enfin qui s'est renseigné et qui nous dit que De Zerbi serait en fin de contrat à la fin de cette saison, donc potentiellement libre pour Noël. Ce qui appuie encore plus sur la piste De Zerbi à l'OL. Affaire à Zerbi suivre. vouloir rester par exemple en Italie et prendre un banc par exemple à la Lazio Rome Il où on va, sait que Inzaghi qui est là depuis à peu près 1000 ans,
devrait peut-être partir du coup tôt ou Il tard. va étudier ses Ou alors à l'AS Roma, propositions. etc. Vous voyez, il y a peut-être une concurrence Tu sais, nationale pour De Zerbi. si l'OL est en Champions League, je pense de base il y aura pas photo. Après, c'est à voir aussi, c'est des projets différents. Mais le fait qu'ils soient en fin de contrat, ça appuie encore plus sur le fait qu'il doit être dans la shortlist des potentiels coachs. Et donc le cinquième. Le cinquième n'est pas. Le cinquième enfin, disons que c'est pas vraiment un cinquième dans la shortlist. Ouais. Plus C'est une en idée. cinquième choix, j'accepte d'avoir ça. Voilà. Je me C'est ça. Je suis pas un anti-Galtier, loin de là. J'estime que l'OL doit essayer d'avoir mieux. En revanche, j'estime que si, au final, c'est lui qui arrive sur le banc, je vais pas faire un scandale ou quoi. C'est un entraîneur qui prouve dans le championnat de France depuis plusieurs saisons. C'est un entraîneur qui connaît aussi l'environnement lyonnais. On rappelle qu'il a été l'adjoint d'Alain Perrin, lors du dernier doublé réalisé par l'Olympique lyonnais. Et c'est un entraîneur qui est pas forcément le plus beau à voir jouer, mais qui est pas non plus le plus moche. Ouais, mais qui fait des bonnes choses avec Lille et qui, au fil des années, alors certes avec une cellule de recrutement très très bonne, a permis en fait de créer du jeu avec quand même des départs chaque année de beaucoup de joueurs cadres, mais à chaque fois il réussit à reconstruire avec des nouveaux joueurs. Et regardons Saint-Etienne depuis qu'il est parti. Hein. Oui, c'est la débâcle. Il n'y a plus rien. Hein. Donc oui, moi c'est... ça me... Je ferai pas de scandale, quoi. C'est pas ma cible numéro 1, vous l'avez compris. Mais je vais pas râler outre mesure si jamais c'est lui qui est nommé. Quoi. On survint. Voilà, c'est ça. Après, Galtier, de son point de vue aussi, c'est peut-être pas forcément une montée en grade que de signer à l'OL, de par la position de Lille au classement aussi. Alors, certes, il y a pas mal de gens, de dirigeants de Lille. Il y a le président qui a démissionné, de mémoire. Lopez. Qui a vendu. Qui a vendu, et je sais que quand il avait vendu, il y avait des petites rumeurs sur le fait que ça engrangerait un départ de Galtier en fin de saison. À voir. Je pense que si Lille est champion, Galtier... En vrai, je suis même pas sûr. Alors, ça pourrait être en mode, ok, j'ai atteint un niveau, genre je pourrais pas le réatteindre. Projet... sauf si Lyon n'est pas en Ligue des Champions. Si Lille est champion, donc Ligue des Champions, et que Lyon est 4ème sans Ligue des Champions, il va pas signer à Lyon. Ce sera à voir. Mais bon, affaire à suivre pour Galtier. Je resterai pas à Lille, par exemple. Bah moi, je le vois rester à Lille. Hein. Par exemple, si Lille finit dans le top 3, ce qui est une possibilité, sachant qu'ils sont premiers actuellement, enfin, on est tous à imaginer des scénarios comme quoi Galtier pourrait venir à Lyon, machin. Ou alors non, mais c'est les médias, je pense, déjà, qui... Ouais, voilà, mais honnêtement, j'ai le sentiment que Galtier va rester un peu à Lille, parce que justement, c'est une saison avec un mercato justement qui va être assez peu animé, j'imagine, avec du coup tout le Covid, voilà, on a déjà parlé 100 fois, et toutes les conséquences que ça a sur le secteur du foot. Ouais. Par contre, au fur et à mesure du coup que ce fameux mauvais contexte s'estompe, là on va de nouveau avoir des mouvements un peu et des mercatos agités, comme on a eu par exemple en 2017, où on a eu justement le boom des transferts avec Neymar et Mbappé qui arrivent au PSG, bref, toute cette affaire-là. Donc j'ai plutôt l'impression que ce mercato-là, donc été 2021, va encore être un mercato sous le signe un peu de l'immobilisme, et un peu sous l'austérité en termes de départ et d'arrivée. Je pense... Dès que le Covid sera calmé, donc peut-être dès l'hiver 2022, voire peut-être l'été 2022, les mouvements recommenceront à être un peu plus normal, on va dire. Je pense tout est lié au projet futur du LOSC. On sait
côté financier, c'est pas le plus stable qu'on ait vu du côté du LOSC. Donc si le vent est plus à la vente que à l'investissement et puis les projets revus à la baisse, ça peut aussi enclencher un nouveau cycle à Lille. Je pense que là-dessus, c'est vraiment Lille qui tient les clés en main sur l'avenir de Dans l'équipe, par exemple, on en parlait justement sur le Discord Football, deuxième moment où on peut faire une petite passe D indirecte sur ce sujet-là. Le LOSC doit trouver 95 millions d'euros avant le 30 juin 2020, donc c'est pour justement se soustraire à la DNCG qui arrive. Du coup, pareil, ça sous-entend aussi pas mal de mouvements peut-être de vente forcés pour le LOSC, donc pareil, ça va peut-être influer aussi sur leur projet pour l'année prochaine. Affaire à suivre. T'as d'autres coachs en proposition? Non, de 5, c'est quand même pas mal. Et surtout qu'il y a des beaux noms qui font bien rêver pour la suite. Ça va être un mercato très actif à l'OL, hein, que ce soit coach, joueur ou pas encore dirigeant, parce que notre Jean-Michel Aulas, je le vois mal partir en retraite à la fin de la saison. Donc, yes. Maurizio Sarri à l'OL, qu'est-ce que vous en pensez là? Je vous jette un peu une patate chaude. Une patate chaude. Je suis pas trop. Je sais pas. En vrai, je sais vraiment pas trop convaincu que le profil soit adapté à l'OL. Pas trop, non. Pas convaincu. Je suis tout à fait favorable pour une arrivée de Sarri, mais comme c'est un des coachs justement qui est libre comme Lucien Favre, je me dis que c'est sans doute un des coachs justement que Aulas et le board lyonnais pourraient contacter justement parce que c'est pas encore parmi les coachs qui sont trop hauts. Vous voyez, par exemple, Allegri est un coach libre. Je crois que c'est un coach qui est trop haut, que ce soit en termes de standing ou en termes de salaire pour l'OL, donc on ne le contactera même pas. Mais par exemple, Sarri, je crois que c'est une possibilité justement pour l'OL. Après, est-ce que Aulas y pensera? Je ne sais pas, mais... Sarri, je le vois bien retourner en Italie. Ouais, prendre l'AS Roma par exemple, ou un club un peu par exemple, ouais, par exemple, il a été très bon avec Naples quand il était en Italie. Et pourquoi pas Rudy Garcia de nouveau en Italie? Et bah pourquoi pas, en vrai, le fait qu'il ait éliminé la Juve et qu'il a... C'est Garcia part à Naples, je sais pas pourquoi, je le sens bien. À Naples? C'est complètement ubuesque, mais je sens bien du Napoli pour notre ami Rudy Garcia. Parce que ou un retour à la Roma. Ce sera forcément pour un club du top 6-7. Il ne reviendra pas à la Roma. Je doute qu'il revienne à la Roma après la façon dont il se soit éclipsé de là-bas. On rappelle, il s'était fait virer, je crois, au mois de janvier de la saison du coup 2015-2016. Donc je doute qu'il revienne à l'AS Roma. Par contre, un club un peu similaire à l'AS Roma, donc Napoli, je trouve que ce serait une piste crédible. Et pour succéder à Garcia, à Bruno Genesio en Chine, ça peut être un plan. Je sais plus le nom du club où était Genesio. Beijing Wuhan. Beijing, ouais. Wuhan. Que personne ne connaît d'ailleurs. Évidemment. Mais un petit cycle olympique lyonnais en Chine. Il part avec Mendes en Chine. Ça pourrait être un beau combo. Ah, voilà, je pense on a bien abordé le cas. Ça va s'activer de toute façon en termes de rumeurs en fin de saison. On s'inquiète pas là-dessus. Bah, surtout qu'en plus c'est un été où il y a l'Euro, donc du coup il y a beaucoup de joueurs qui vont se révéler. Les prix vont beaucoup monter. Donc peut-être que du coup il y aura peut-être 2-3 animations. Mais bon, je doute quand même qu'il y ait énormément de mouvements parce que le Covid va bloquer pas mal de choses. De toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter bien sûr. Prochainement de tout ça. Bien sûr, et puis on arrive doucement à la... J'ai pensé à Genesio aussi. En équipe de France. C'est vrai que Rudy Garcia pourrait être... En vrai, par rapport à ça, j'ai écouté un podcast
Guy Stéphane qui parlait de la sélection, de comment ils arrivaient à manager les joueurs de l'équipe de France. Et son discours était davantage à continuer avec l'équipe de France après la Coupe du Monde que vraiment arrêter. Donc je pense qu'il y a le temps, quoi. Je pense qu'il y a le temps. Et j'espère que Zinedine Zidane sera choisi, sera avant dans la shortlist quand même. Parce qu'avoir une shortlist composée de Comboiré, Garcia, qui est d'autre, Gourvenec, avec un petit Zinedine Zidane au-dessus, ça peut être un choix facile. Enfin bon, on arrive à la fin de live. On a été quand même beaucoup tout au long du live. On n'est pas descendu en dessous des 15 viewers. On était limite une vingtaine constant. Enfin, incroyable. Vraiment, vraiment super. Et puis, comme on vous l'a dit il y a quelques minutes, soyez là au prochain stream. Donc, la semaine prochaine, dimanche, enfin cette semaine du coup vu qu'on est lundi, ce dimanche 18 avril, on aura une petite surprise pour vous. Soyez là, ne manquez pas, évidemment, 23h après le match. À confirmer 100%. Contre Nantes. Normalement, voilà. C'est ça. Vous aurez, je pense, de toute façon, l'info sur le Twitter. On joue Nantes. On joue Nantes. Nantes qui est avant-dernier de Ligue 1. Donc qui joue vraiment sa survie. Et qui est un petit peu en retard. Donc voilà. Un petit match contre le FC Kita. Ça peut être pas mal. Puis voilà. Ouais, on vous souhaite une bonne nuit. Une bonne semaine. On vous rappelle demain le débrief et puis la vidéo best-of du coup mardi. Et puis on se dit à dimanche pour le prochain stream. C'est vrai qu'on a une pause complète là c'est vrai qu'on a enchaîné ces derniers temps avec la Coupe de France. Quoique non, il y a Monaco, non? C'est pas avant Monaco. C'est après. C'est encore après. Ok. J'avais un doute. Je crois 20-21 avril, du coup c'est le week-end juste après. Pardon, ok, bah ça va. Mercredi juste après. Ça va. Bon, faut attendre encore une semaine et après on va de nouveau enchaîner les streams. Oui, surtout que si on se qualifie contre Monaco. Ouais. On va finir. La demi, pareil, entre Lorient et Nîmes, je crois, donc ça fera beaucoup de semaines à 3 matchs. Si on se qualifie contre Monaco, il reste 9 matchs. Donc, Dodo. Yes. Allez, bonne nuit les gars. Bonne nuit à tous. Et à dimanche prochain pour le prochain stream. Salut tout le monde. Bonne soirée dimanche, à bientôt. Salut, tchou.